Tadam, c'est fait. Alors, pour commencer, on va lancer ensemble une analyse professionnelle de la pratique. Je vais demander à l'un d'entre vous de me présenter une des séances qu'il a tenues dans le mois, qu'il a particulièrement retenu pour quelconque raison, et puis on va aller creuser tout ça ensemble. Dans un premier temps, celui qui propose la séance la racontera de manière brève, en insistant sur les parties qui sont importantes, puis donnera son avis, lui, sur la séance et ce qui a posé problématique. Dans un second temps, on verra tous ensemble, vous pourrez donner votre avis sur cette séance et dire comment vous vous seriez positionné, vous, sans porter jugement à celui qui a présenté sa séance, simplement pour donner des clés en plus et une perception, une vision différente de cette séance et comment vous l'auriez menée. Dans un troisième temps, je résumerai tout ce qui a été dit et je vous apporterai des éléments supplémentaires si nécessaire. Ça vous va? Ok. Qui a une séance à nous proposer aujourd'hui? Salut Nico. Personne? Jonathan, je t'ai senti chaud là. Non, oui, j'ai fait une séance. Alors, c'est une dame que j'ai déjà vue plusieurs fois, qui a du stress. Régulièrement, elle a des périodes où le stress la dépasse un peu et du coup, tout se mélange dans sa tête entre la pression au travail, la pression à la famille parce qu'elle fait tout dans sa maison, c'est-à-dire le ménage, s'occuper des enfants, faire à manger. Elle est souvent un peu à cran, quoi. Voilà. Et c'est une dame qui est dentiste, qui du coup elle a lancé son cabinet en collaboration, donc elle a aussi des prêts qui s'accumulent. Disons qu'elle est dans un truc assez où des fois elle se sent un peu comme oppressée, quoi, on va dire, avec tout ça, et elle a du mal à sortir la tête de l'eau. Elle aimerait prendre du temps pour elle, voilà, ce qu'elle a du mal à faire. Bon. Donc, si vous voulez, je l'ai laissé parler et puis j'ai relevé quand elle communiquait avec moi par moment. Une fois, c'est comment elle a fait ça. Une fois, ah oui, elle commençait à regarder en bas. Quand elle parlait d'un sujet, elle parlait en bas et elle se caressait un peu là. Donc, je dis, tiens, t'as remarqué ce que tu as fait là? Et elle me dit, non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ben là, tu te touchais un peu vers ici. Et après, sur une autre question que je lui pose, elle s'est vraiment mis la main comme ça, quoi, au cou, quoi. Je dis, ben là, t'as remarqué ce que t'as fait? Et elle me dit, ben non, c'est vrai, tiens, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, elle avait ce truc, à chaque fois qu'elle parlait de ce sujet-là, qui du coup était avec un ex à elle, avec qui ça s'est pas très bien passé, elle se prenait au cou comme ça. Alors du coup, j'ai dit, ben tiens, regarde ce que tu viens de faire, est-ce que tu te rends compte? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et donc, elle a dit, ben, c'est vrai, je me prends au cou comme si elle était soit attachée, soit qu'elle n'arrivait plus à respirer, qu'elle s'étranglait. Bon, ça, c'était à elle de voir. Donc, du coup, c'est à partir de là où j'ai dit, tiens, j'en profite, je suis sur quelque chose. Donc, moi, j'étais derrière le bureau face à elle et c'est là que je suis passé à côté d'elle pour travailler. Et donc, j'ai fait, avec ce que la dernière fois tu m'avais fait, ce rossi là, en mode un peu non inductif, c'est ça qu'on disait. Et donc, c'est parti sur ça. Et donc, elle avait son truc dans les mains qui ont commencé à se rapprocher, du coup, qui l'ont mis dans l'induction. Et après, j'ai essayé d'enchaîner sur la main comme ça que tu fais approcher, que tu fais valider. Sauf que là, si tu veux, les deux premières étapes, elle les a validées. La troisième, quand j'ai demandé l'endroit, elle n'y arrivait pas. Donc, je revenais en arrière, je le refaisais. Mais elle avait un souci enfin, elle m'a dit, j'y arrive pas. Donc, elle s'est sentie incompétente. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Du coup, on est passé sur une autre forme de travail. Je n'ai pas accentué sur ça. Et après, le travail, alors attends, si je m'en souviens, comment ça s'est fait. Donc, en fait, du coup, j'ai pas été. Le regret que j'ai eu sur cette séance, c'est qu'en travaillant avec elle, elle répondait pas. Du coup, j'ai pas eu de retour quand elle parlait. Donc, si tu veux, je l'ai laissé faire son travail. Donc, apparemment, j'ai dit, ça va, tu te sens bien? Elle me dit, oui, ben, j'ai un poids qui s'enlève dans mon ventre. Donc, il se passait des choses. Mais du coup, j'étais de ce côté-là où j'étais un peu frustré de ne pas avoir d'indication qu'elle me donnait sur ce qui se passait. Et du coup, après la séance, je me suis dit, bon, il s'est passé quelque chose. Je pense que c'est bien qu'elle a libéré quelque chose.
Mais si tu veux, elle n'a pas su mettre 2 mots dessus quand on a fait un débrief. Et du coup, bon, elle est partie comme ça. Et je l'ai recroisée entre-temps. Et elle m'a dit que ça allait, qu'elle se sentait beaucoup mieux. Son fils m'a dit, ah oui, à la maison, elle est mieux. Donc, c'était bénéfique. Et du coup, je l'ai recroisé parce que j'ai vu son fils qui, lui, vient pour le stress aussi. Voilà. Qui, du coup, c'est sa mère un peu qui lui transmet son stress. Et bon, voilà, en gros. Et donc, moi, j'avais cette frustration de me dire, OK, il y a un travail qui s'est fait, il y a eu quelque chose, mais du coup, je ne sais pas la fois d'après comment, si tu veux, sur mon plan de travail, je ne sais pas où on en est, quoi. Tu vois, c'est, à part la prochaine séance où elle va me donner des retours, elle va me dire ce qu'il en est, je suis un peu dans le flou, quoi. Ok. Voilà. C'est bon pour toi, Jonathan? Oui, sauf si vous avez des questions sur d'autres choses. Je vais préciser quelque chose. Elle venait me voir donc cette deuxième fois pour qu'on travaille sur une maladie de Crohn qu'elle a eue qui s'est déclarée quand elle était adolescente. Et du coup, on n'a pas travaillé sur ça, vu que ce qui est sorti du questionnement, c'était pas ça, quoi. Il y avait toujours cette gestuelle qui revenait en premier. Et je l'ai laissé faire, donc je ne sais pas si elle, ce qu'elle a travaillé dans son ventre, c'était en lien avec le Crohn ou c'était avec son ex. Ou bon, ça, voilà. Du coup, c'est là où j'ai été un peu dans le flou, quoi. Voilà, j'ai rien à ajouter. Ok. Ouais. Super. Je vais résumer rapidement juste la séance que tu viens de Oui. nous donner pour bien aiguiller les autres. Et ensuite, je vous laisserai tous la parole pour que vous puissiez donner des pistes, des réflexions sur le travail de Jonathan. Ça marche? Donc, Jonathan, tu nous annonces une séance qui a été tenue, c'était la seconde séance avec une femme qui, au départ, vient avec, pour raison, une maladie de Crohn qu'elle aimerait bien régler, Oui. qui se dirige tranquillement lors de l'entretien vers une notion de stress chronique, de charge mentale quotidienne Oui. qui la pèse énormément. Tu remarques à travers la discussion un comportement communicationnel, un comportement non verbal Oui. qui colle à ce qu'elle est en train de te raconter. Du coup, tu lui signales cette communication non verbale qu'elle est en train de te donner, notamment la main à la gorge, qui lui permet de t'exprimer verbalement, cette fois-ci, une notion d'étouffement, de gêne au niveau de la gorge qui serait rattachée à sa relation avec son ex. Oui. C'est ça pour l'instant? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, tu décides directement de partir sur un travail. D'abord un travail sans notion de transe tel qu'on la voit habituellement. J'évite les Oui. mots compliqués, inductif, non inductif comme la dernière fois. Là, j'essaie vraiment de résumer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Vous me dites si c'est ok, hein. Donc tu décides de faire un premier travail sans transe conventionnelle, mais avec un travail sur un rossil tel qu'on l'avait fait la dernière fois ensemble, donc avec les mains qui se rapprochent. Tu commences à sentir un premier mieux, tu décides d'approfondir et de partir cette fois-ci sur un phénomène de transe plus conventionnel en utilisant la technique du pace and lead. La technique du pace and lead, c'est le fait de pouvoir faire voir un point, puis une forme, puis une couleur à la forme, puis un endroit spécifique qui va pouvoir emmener à la transe. Là, ça marche moins bien. Il y a quelques trucs qui passent pas. Oui. Tu as Oui. l'impression qu'elle est en échec, donc tu décides de partir sur autre chose. Je me suis Finalement, tu trompé. arrives. Excuse-moi, j'ai Vas-y. le résumé. En fait, ce que j'ai fait, c'est d'abord le Python Lead qui n'a pas pris. Et c'est ce que je notais. Et après, on est parti sur le Rossi, où elle a travaillé sur la culpabilité, la tristesse. Ok, Et donc c'était l'inverse. ouais, c'est l'inverse, pardon. Ouais, je me suis planté. Voilà. Parfait, très bien. Ouais. Ce qui t'a frustré, c'était le fait de, pendant la séance, de ne pas avoir de retour direct. C'est-à-dire qu'elle a mené son exercice, elle a mené ce sur quoi tu l'avais guidé, mais tu n'avais pas d'éléments indicateurs de ce qui était en train de se passer en transe. Et tu aimerais pouvoir savoir pour ton travail à venir, sur toutes les autres séances que tu mènerais, comment justement avoir cet indicateur-là, en dehors du fait d'avoir un retour verbal de la personne en transe, c'est-à-dire d'avoir une transe qui soit dialogale. Comment je peux Ouais. faire pour avoir un indicateur en transe monologale? C'est ça? C'est ça, en gros. Ouais, ouais. Moi, c'était ma Super. frustration, c'était ça, de pas trop savoir. Voilà, de pas avoir réussi. J'avais pas de. Il y a des personnes avec qui je questionne, j'ai des retours. Là, du coup, j'ai laissé faire, j'ai essayé d'orienter un peu des choses simples, au moins pour lui demander après d'intégrer ce qu'elle avait fait, et puis de revenir après, quoi. Super. Les autres, je vous laisse la parole du coup sur ce sujet. Comment vous pouvez aider Jonathan ici à pouvoir mettre en place des indicateurs lors de son travail en transe pour qu'il puisse
avancer dans son travail en sachant où est-ce qu'il va et ce que ça provoque chez le sujet. Si c'est possible, bien sûr, ou quelles sont vos réflexions autour de ça et de comment on pourrait faire. Je vous laisse la parole, vous pouvez lever la main avec la petite main qui se trouve dans la barre en bas. Super. Asia, vas-y. Je vais juste d'abord questionner. J'ai du coup 2 questions. La première, est-ce que tu as tenté de mettre en place un signaling? Non, pas sur ça, non. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, si tu veux, on n'en avait pas parlé avant avec elle. Elle a fait son récit qui se passait bien, qui a mis du temps à se mettre en place. Elle était bien dedans. Du coup, si tu veux, moi j'étais là en arrière-plan et je dis voilà, et puis en gros, quoi, je simplifie, plus ça avance, plus ton problème aussi trouve des solutions. Et puis quand les mains se sont touchées, après, j'ai demandé en gros que ça redescende pour que ce soit intégré. Donc, si tu veux, tout ce travail a été fait comme ça. Voilà, c'est tout. C'est que moi, du coup, j'avais aucune direction. Oui, mais si tu as mis en place un récit et que ça s'est passé de cette manière-là, donc tu avais finalement un indicateur. Et oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais Donc, ouais. Sur le truc que j'ai vraiment trouvé fou, c'est que dès le début, on est parti, que je lui ai laissé un peu la main sur son problème sans qu'elle me le décrive. Si tu veux, le ressenti, elle avait son problème à elle. Du coup, je sais que c'est un peu tristesse, culpabilité, mais après, j'avais aucun indicateur de à quel moment ça se passait, qu'elle réglait ça dans sa transe, tout ça, quoi, tu vois. C'est juste ça qui m'a perdu. Mais c'est vrai que le travail s'est fait, comme tu dis, et que c'était bon, mon signaling, ça arrive, donc elle a terminé, c'est bien, quoi. Oui, donc tu avais un indicateur. Après, bon, la problématique du client appartient au client, en quelque sorte. Donc, en quoi c'est important pour toi de savoir exactement ce qui est en train de se passer? C'est une bonne question. Mais ce qui est important pour moi, c'est du coup, si tu veux, je me dis qu'il faut peut-être que j'ai une trame de ce qu'on a fait la fois d'avant, ce qu'on fait là, ce qu'on va faire la prochaine fois ensemble. Alors qu'il soit passé quelque chose pour elle qui l'allège et qu'elle se sente mieux et que ça change quelques comportements au quotidien. Bon, c'est super, au final, c'est ce qu'elle venait chercher, donc ça fonctionne. Mais moi, c'était cette frustration-là. Peut-être que du coup, ça sert à rien de la voir, quoi. Qu'effectivement, elle a travaillé, bon, mais tant mieux. Mais la prochaine fois, j'aimerais pas faire doublon, tu vois, du coup, en y mettant des mots, du coup, sur. Tu sais, parce qu'au final, je travaille. J'ai pas de séance à chaque fois. Là, c'est parti sur le Rossi parce qu'il y a eu ce geste qui m'a semblé fort. J'y tiens, j'en profite, je saute dessus. On va faire avec le Paisani qui n'a pas marché, on enchaîne sur le Rossi. Ok, ça fonctionne. Mais la prochaine fois, moi, j'ai qu'à l'écouter et voir ce qu'elle veut dire. Carrément, ouais. Du coup, ça m'a ramené à la deuxième question. Oui. C'est quand elle fait ce geste-là, Oui. est-ce que tu as tenté une réification, une manière d'utiliser ça comme un inducteur de transe? Non. J'ai pas fait ça comme ça, c'est vrai. Tu dis que je suis une piste, il n'y a pas une manière de faire, mais je suis une piste comme ça. Ouais. Que j'aurais dû plus pousser sur ce geste-là, lui dire, genre, tiens, mets ta main là et qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te vient, c'est ça que tu veux dire? Oui, et partir de là, en mode, elle est déjà, enfin, presque, voilà, quand elle est dans ce geste-là, elle est déjà en train de te ramener des trucs de transe, elle est déjà en transe, surtout qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Ouais. C'est très judicieux et maintenant que tu le dis, ça paraît évident pour moi, que j'aurais dû enchaîner, lui dire tiens, mets ta main là et vas-y, on avance sur ça, quoi. Ouais. Et j'ai un peu le fait que je me sois levé du bureau, ça m'a peut-être aussi, tu sais, ce truc-là de position aussi qu'on a. Au début, j'ai l'entretien un peu. Alors, actuellement, c'est pas mon bureau, c'est celui de ma femme qui est ostéopathe. Donc, il y a une table, donc je suis au bureau le temps d'échanger. Et je travaille pas toujours en face à face. Des fois, je me déplace pour dire, tiens, le Gazia, il va se passer quelque chose. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que du coup, c'est là où, quand j'ai fait ça, j'aurais dû revenir sur ce truc. Et c'est là où j'ai enchaîné sur d'autres phénomènes, en fait, tu vois. Que ça lui a demandé de créer, qu'elle n'a pas réussi, alors que le premier phénomène qu'elle avait, il fonctionnait pour elle, quoi. Ouais. Peut-être c'est juste une piste comme ça. Ouais.
Merci. Mathieu. Merci, Assia. Merci, Assia. Oui, salut. Je me demande en fait, qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place la prochaine fois? Qu'est-ce que tu ferais différemment ou pareil et pourquoi? Alors, avec elle, hein? Tu dis qu'est-ce que je ferais différemment avec elle? Ouais, lors de la prochaine séance. Ouais. Alors du coup, si tu veux, quand je l'ai re au téléphone, elle m'a reparlé de la maladie de Crohn. Elle m'a dit la prochaine fois, je veux qu'on travaille sur le Crohn. Donc, je lui ai dit OK. Donc, si tu veux, la prochaine fois, il va falloir qu'on parle de ce Crohn-là. Et donc, ce qui va venir sera peut-être autre chose pour elle, quoi. Tu vois? En fait, voilà. Si tu veux, ce que je me dis, c'est, bon, elle est stressée. C'est un état qu'elle a depuis qu'elle est toute jeune, quoi. Et depuis que le Crohn aussi est apparu, le stress et le Crohn, c'est souvent un peu indissociable, quoi. Et du coup, elle a développé sa vie toujours avec ce stress-là. Donc, je me dis, tiens, est-ce qu'il faut prendre le truc comme quelque chose de global où il y a un déclencheur qui fait qu'il y a son stress et il faut travailler sur ce truc-là qui est à l'origine? Ou est-ce que quand elle vient, vu que son stress il vient de partout, je travaille sur ce qu'elle me donne en séance, quoi? Et la dernière fois, ce qui est sorti, c'était son ex-relation et pas le Crohn qu'elle voulait bosser. Du coup, j'ai pas travaillé sur le Crohn, quoi. Du coup, je me dis la prochaine fois, je vais bosser sur le Crohn. Mais ça, c'est ma projection, je sais pas. T'as pas travaillé sur le Crohn, mais elle va revenir. Oui, elle revient du coup, ouais. Avec cette idée de travailler sur le Crohn. C'est marrant cette expression, le Crohn. On a Ouais. l'impression que c'est un monstre à lui tout seul. Oui, si tu veux, c'est ça, voilà. Il y a déjà une belle personnification. En fait, c'est marrant parce que la première fois que je l'ai vue, elle en parlait pas et pourtant je savais qu'elle avait eu cette maladie et elle en parlait jamais et du coup, à un moment, elle arrivait à en parler, mais tu sais, c'est réglé, quoi. Elle m'a dit ça. Ouais, c'est bon, c'est réglé, quoi. Et puis, en fait, tout ce qu'elle me présente en séance, ça ramène souvent à ce Crohn, quoi, du coup, qui est son compagnon, quoi. Effectivement, ça fait comme un monstre, comme tu dis, Nora, ou voilà, effectivement, c'est peut-être cette relation qu'il faut travailler avec ce Crohn. Et justement, la relation qu'elle a travaillé la dernière fois, j'ai pas demandé si c'était vraiment son ex, parce que c'est peut-être la relation avec ce Crohn aussi qu'elle a travaillé déjà. Et quand elle m'a dit la prochaine fois on va travailler sur le Crohn, je dis, mais attends un peu de voir ce qui va se passer les prochains jours. Tu vois, lui disant peut-être qu'on a travaillé sur ça déjà là. C'est peut-être ça qui te prend là comme ça, quoi. C'est peut-être pas ton ex, quoi. Donc la prochaine fois, j'attends de voir ce qu'elle me dira. Alors, je vous ramène sur le sujet. Donc, on repart en digression sur le Crohn. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de s'exprimer sur la notion d'indicateur en trans pour aider Jonathan à pouvoir mieux s'orienter sur sa construction de trans, sur sa stratégie de trans ou sur sa séance, et de façon à pouvoir évaluer ce qui se passe. Parce qu'au bout du compte, on a travaillé sur le stress, mais on ne sait pas trop si on n'a pas travaillé un petit peu aussi sur le Crohn ou si on a travaillé sur d'autres choses. Là, pour l'instant, qu'est-ce qui nous permet de savoir? Plus personne? Sylvie, un avis? Alors, moi, ce qui me vient là, c'est oui, j'aurais demandé, mais est-ce que j'imagine que tu l'as fait, Jonathan? C'est ouais, qu'est-ce qui t'est venu? Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir libéré, quoi? Eh bien, elle n'a pas su me dire. Tu vois. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, hein, au final. Hein, et du coup, quand on dialogue, a toujours un peu des manières de répondre sans être vraiment associé, quoi. Tu vois, c'est pour ça que le non-verbal m'a permis de l'associer vraiment à elle à un moment sur des choses qui dataient. Et quand après je lui reparle, elle revient dans son schéma classique où ses réponses, elles ne sont pas du tout. C'est super léger, quoi. Tu vois, j'ai senti ça dans le ventre et que c'est parti. Ah, super, cool et tout. Tu peux me dire, c'était quoi? Non, tu vois. Et ce questionnement, tu l'as fait en feedback ou tu l'as fait en transe aussi? Non, en feedback. Alors en transe, quand elle me disait, je lui dis alors, attends, vraiment, comment ça s'est passé? Il faut que je me mette dedans. Donc ça se rapprochait. Je dis, ah, ça va, tu te sens bien, c'est bien, il se passe des choses. Elle m'a dit oui dans l'estomac, tu vois.
il y a un truc qui s'allège. Ah, ok, super et tout. Et si tu veux, là, je ne lui ai pas demandé à ce moment-là, j'ai laissé faire son travail parce que j'avais l'impression que si j'intervenais, j'allais rejeter, moi, quelque chose, quoi, tu vois. Sauf Je- que ce pas. truc qui s'allège, tu peux lui demander quelle forme, tu peux y mettre quelques sous-modalités pour lui permettre d'avoir une expérience peut-être plus précise. Donc, on en revient à la réification du coup que présentait un peu Asia au début. Du coup, sur effectivement, est-ce que c'est chaud, froid, est-ce que c'est gros, est-ce que ça bloque quelque part. Mais ça s'allégeait déjà. Du coup, je me suis dit, bon, bah, elle est en train de faire son truc, super. Tu vois. Très bien. Bonjour à tous, je viens d'arriver là, donc j'ai pas tout suivi. Bonjour. Est-ce que tu as utilisé des convinceurs? Qu'est-ce qu'un convinceur? Bah, c'est les signaux où la personne s'aperçoit qu'il se passe quelque chose qui est en dehors de sa volonté, les paupières collées, une lévitation de main, en lui disant bah, tiens, est-ce que c'est toi qui fais ce truc-là ou ça se fait tout seul? Il y a quelque chose d'autre qui se passe? Le début de la séance, je ne sais pas si tu es là quand j'expliquais, donc j'ai fait un pace and lead qui n'a pas pris, où elle s'est sentie incompétente, et du coup j'ai rebondi sur on va dire un rossi, quoi, où je l'ai un peu laissé faire sa transe, et quand je lui ai dit tiens, mais tu te rends compte que du coup tes mains sont déjà en train de travailler, et hop, ça s'est lancé, et du coup elle a fait son travail comme ça, quoi, si tu veux, et donc là c'est ses mains qui Est-ce que travaillent. du coup, elle a verbalisé, elle a dit oui, il se passe quelque chose et c'est pas moi qui le fais? Oui, tout à Ou fait. pas? Ouais. Ok, donc elle avait des signaux elle-même qu'il se passait quelque chose. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien pour l'instant? Génial. Je vais prendre la main du coup et on va essayer de développer tout ça. Donc, séance super intéressante. Vous avez tous donné vos avis. Il y a eu des avis qui étaient super pertinents sur la notion de recherche d'indicateurs. Effectivement, hein, le Rossi, Jonathan, en soi, à partir du moment où tu as un mouvement automatique avec une dynamique dans ce mouvement automatique, tu as une progression qui se fait sur la problématique qui est représentée à travers les deux mains. Et du coup, bah, à partir du moment où la problématique se réduit concrètement et physiquement par les phénomènes hypnotiques que tu as posés, bah, il y a la cause qui se règle. Donc ça te donne déjà une évolution, une dynamique sur la manière qu'a d'évoluer le problème. Si, à contrario, les mains s'étaient écartées dans la manière que tu aurais de diriger la séance, si elle a bien été dirigée, ça t'aurait donné un autre indicateur. Ça t'aurait dit, bah non, là, le stress, en fait, il augmente. Ah, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille travailler pour plus que ça augmente, du coup? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ok. En soi, est-ce que c'est le Rossi qui permet ça ou pas? Et pourquoi? Comment ça? Qui permet quoi, je veux dire? Qui permet que le problème se Le réduise? Rossi, en soi, tel qu'il est monté, on l'oriente et on le dynamise dans un sens à régler le problème, Oui, tout à fait. Ouais. à trouver une solution au problème. C'est ce qu'on appelle une approche solutionniste. D'accord? Quand Oui. vous utilisez par exemple une fragmentation sur une réification, le fait par exemple de faire reproduire un problème comme un caillou, comme une boule, comme quelque chose, et que vous allez changer la couleur de la boule ou que vous allez faire détruire le caillou avec un objet qu'a trouvé le sujet, une hache, un couteau, un rayon laser, ce que vous voulez, on va vers une approche solutionniste. C'est-à-dire que le but, c'est de représenter le problème, de le concrétiser, de le réifier, et derrière, de le démonter. De trouver des solutions de coping, en fait, qui vont permettre de démonter ça. Ça va? Donc, on va vers la gestion de la solution au problème. Là, moi, dans ce que tu me dis, Jonathan, ce qui va te poser problème, c'est justement ça. C'est parce que tes indicateurs, tu les as. Ton Rossi en soi, c'est un indicateur de la solution et de comment elle se met en place. Savoir exactement ce qu'est la solution, toi, tu n'as pas besoin de savoir. Ton sujet, oui, mais il peut le garder pour lui-même. Oui. En soi, toi, il te pose un problème, tu prends le problème, tu lui fais mettre entre les mains et puis tu fais en sorte de régler le problème. Approche solutionniste. Ça va? Mais Là où, par contre, ça va être intéressant, vas-y, Nora. je suis pas sûre que le problème de Jonathan, ça soit comment elle a trouvé la solution, mais plus qu'est-ce qu'elle a réglé comme problème. Exactement. Et pour ça, du coup, il va falloir changer d'approche. On va plus pouvoir être sur une approche solutionniste. C'est pas possible. Parce que le but Oui. même de l'approche solutionniste, c'est juste de trouver une solution au problème. Ou de laisser le sujet, pour être plus précis, trouver une solution au problème. Oui. Ça va? Du coup, si on veut pouvoir travailler fondamentalement sur la problématique, la vraie, celle qui se réveille émotionnellement de la part du sujet, il faut s'approcher comment?
faut avoir quel type d'approche? Une approche systémique. C'est-à-dire que le but ici, c'est plus d'aller retrouver une solution, c'est d'analyser les systèmes sous-jacents qui provoquent cet état. Et donc d'aller trouver les éléments qui vont nous permettre de tendre vers ça, et non plus de tendre vers une solution. C'est un petit peu arriver en fait au carrefour du choix du thérapeute de se dire, ok, de quoi a besoin mon patient là, maintenant, tout de suite? Est-ce qu'il est dans une crise aiguë de stress et qu'il a besoin d'une solution immédiate pour pouvoir gérer son stress dans la charge mentale qu'il a tous les jours? Ou est-ce qu'il est assez stable dans cette gestion de son stress et que ça le pèse en fait de manière dans le fond de sa vie, de manière quotidienne, comme un bruit sourd. Et où là, c'est pas tellement un élément de gestion de la crise aiguë que j'ai besoin de lui apporter, c'est pas tellement une autonomisation sur un outil, mais plus aller observer, enquêter sur les éléments qui provoquent cet état sourd, qu'elle sait gérer elle-même déjà, mais qui lui pèsent. Donc là, l'objectif, c'est de tourner autrement. Et on peut partir des mêmes techniques, peut-être pas du Rossi, mais de la réification, par exemple. Comment on peut faire en partant d'une réification, qui est un vrai carrefour, hein. La technique de la réification, c'est vraiment un véritable carrefour entre approche solutionniste et systémique. Vous pouvez partir d'un côté comme de l'autre avec cette technique. Comment offrir une approche systémique? Vous avez une idée? On regarderait qu'est-ce qui alimente le problème, quelles sont les boucles qui favorisent l'entretien de la problématique, et qu'est-ce qui a tendance à faire diminuer les effets. Ok, comment tu fais? Par du questionnement, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Alors, si tu ramènes dans du questionnement, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, si elle était tu en ramènes dans transe, du questionnement. Alors, pour l'instant, elle n'est pas en transe. On est à la limite de la transe, on est en train de lui poser une réification. C'est par exemple le moment où elle porte la main à la gorge et qu'on en profite, comme disait Asia tout à l'heure, pour dire « Tiens, tu portes souvent ta main à la gorge, il y a quoi à la gorge? C'est quoi ça ?» Elle va commencer à vous dire « Je sais pas, je ressens une gêne, je ressens une boule. C'est comme si ça m'empêchait de respirer. » Ok, c'est quoi qui t'empêche de respirer? C'est comment? C'est une boule. Par exemple, Jonathan, je pose juste un exemple. C'est une boule. Ok, elle est comment cette boule? Elle est argent. C'est un petit peu comme une boule de pétanque. Ok, elle est comment? Elle fait quelle taille? Elle est comme ça. Tu la tiens là, ta boule? Ok, parfait. Et cette boule, c'est quoi? Ça fait quoi si elle monte davantage dans la gorge? Voilà, la main qui monte automatiquement, comme si elle tenait encore la boule. Ça fait quoi? Là, tu vas avoir une charge émotionnelle qui va se créer par rapport au fait que tu vas se monter l'élément qui est intensif à ce moment-là, qui représente la problématique. Si tu fais monter la problématique, qu'est-ce qui se passe? Tu fais monter les émotions qui sont rattachées. Et à partir de là, on peut essayer de rediriger la dynamique de la réification, non pas vers une approche solutionniste, mais vers tout ce qu'elle peut apporter d'autre. Ok, et là, quand ça monte, ça fait quoi? Ça me fait pleurer. Ok, à quel point ça te fait pleurer? Là, tu la sens toute tendue, elle n'arrive plus à parler. Tu lui fais, ok, c'est quoi qui fait pleurer? Il y a quoi dans cette boule? Et là, il peut se passer plein de choses. Il y a quoi dans cette boule? Elle peut te donner une approche symbolique, c'est-à-dire de nouveau une nouvelle forme, tout ce que tu veux, un nouvel endroit qui est complètement inventé, quelque chose qui représente la symbolique de son problème. Ça peut être quelque chose de parfaitement concret, ça peut être son problème personnifié. C'est mon crâne, il est là. Il ressemble à quoi ton crâne? C'est un énorme monstre avec des poils violets qui est en train de me sourire avec des dents qui sont toutes pointues. Ok, ça peut être aussi une approche, au lieu de partir sur une personnification, une approche régressive. Ok, il y a quoi dans cette boule? Il y a la maison de mon enfance. Ok, t'y es? Oui, j'y suis. T'as quel âge? 8 ans. Tu vois, toutes ces approches-là, ce sont des approches systémiques. Pourquoi? Parce que toi, en tant que personne, tu ne vas pas l'analyser comme le psy, toutes les approches cognitives, elles, qui sont sur le questionnement et qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez cette boule dans la gorge, comment vous interprétez cette boule dans la gorge. Tout ça, c'est une approche cognitive. Nous, on n'en a pas besoin de cette approche-là. Ce n'est pas notre taf. Nous, notre taf, c'est d'aller chercher les émotions. Donc, dans mon approche systémique, le but, c'est de pouvoir donner cette forme à la chose qui vient poser dans la gorge et de pouvoir savoir d'où vient cette forme qui vient poser dans la gorge et de savoir à quoi elle est rattachée. Donc, je vais essayer de trouver tous les éléments, toutes les suggestions qui, au lieu de me donner une approche qui me tire vers la solution, et donc vers la fragmentation du problème, va faire en sorte d'agrandir le problème et d'agrandir la focalisation qu'a mon sujet sur ce problème pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Des questions comme qu'est-ce qu'elle contient cette boule, à quoi elle est reliée, tout ça, on peut poser du coup.
Exactement. Ce à quoi il va falloir faire attention là-dedans, c'est de faire attention à la charge d'émotion qui est rattachée à cette boule. Si tu le fais sans qu'il y ait de charge émotionnelle, on reprend l'échelle de Yerkes et Dodson, dont j'en ai parlé déjà la dernière fois. Si dans la courbe de Yerkes et Dodson, tu n'as pas une charge de vigilance qui soit suffisante, ta performance à l'émotion ne sera pas complètement rattachée à l'événement, et du coup, tu auras une approche qui sera cognitive du sujet. Il dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boule, moi, c'est une boule, c'est tout, quoi. Dans une boule de pétanque, il y a quoi? Il y a de l'air. Tu vois, il peut avoir une approche qui sera complètement concrète et rationnelle, alors que c'est absolument pas ce que tu veux. Toi, tu veux justement une approche qui soit subjective, émotionnelle et irrationnelle, qui corresponde uniquement au sujet et à sa perception de son problème. Ça va? Du coup, dans les indicateurs que ça peut t'apporter, ce à quoi il va falloir faire attention dans une approche systémique, c'est une fois que mon sujet y est, quels sont les éléments qui vont me permettre, moi, d'évaluer la qualité de trans, et deux, d'évaluer que ça évolue et dans le bon sens. C'est ça. Et comment je fais? Parce que quand on évolue en solutionniste, par exemple, effectivement, tu peux faire transformer la boule, qu'elle soit plus agréable, la placer, replacer. Mais là, du coup, tu vas soulever le problème. Donc, en fait, tu la replonges dans son mauvais bas, dans son bad trip, on va dire, quoi. Et là, on fait évoluer quoi? Alors, du coup, la perception qu'elle aurait sur elle dans sa maison quand elle avait 8 ans, c'est ça, ce genre de choses. On se remet en La dialogue. perception de la maison quand elle a 8 ans, c'est quoi? Est-ce que c'est le problème? Non. Non. C'est la conceptualisation de la problématique. C'est-à-dire, c'est où est-ce que ça se passe? Elle est en train de monter l'architecture de sa transe. L'endroit dans lequel est en train de se passer la rencontre qu'elle va avoir avec son problème. Donc, que ce soit la maison qu'elle avait à 8 ans, où elle se voit à 8 ans dans le salon, ou que ce soit une forêt de roses gigantesques qui font la taille de baobab, avec des petits hommes verts qui viennent lui parler avec des jolis bonnets, ou que ce soit la boule de pétanque qui se transforme en monstre violet pour lui parler, ou en son père, ou en ce que tu veux, toi, tu t'en fiches. C'est la conceptualisation, c'est l'architecture de son problème. Donc, ça veut dire que c'est le moment où elle va le rencontrer. Oui. Et justement, si elle choisit une approche symbolique, que toi, tu ne l'as pas imposée, ou si elle choisit une approche régressive, ou si elle choisit une approche de personnification, en fait, du fait que ce soit son choix, tu auras un engagement qui sera bien plus important dans cette rencontre, d'une, et de deux, tu auras tous les éléments de sécurisation qui viendront d'elle, et pas de toi. Parce que si elle choisit d'avoir une approche de manière inconsciente qui soit symbolique, c'est qu'il y a une raison. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si toi, tu viens l'imposer en disant, et maintenant, tu vas te retrouver dans un endroit qui représente ton problème et qui est complètement imaginaire et sécuritaire pour toi. Là, tu viens poser des barrières qui viennent freiner tes peurs à toi et qui viennent t'empêcher de pouvoir avoir une véritable relation authentique avec sa problématique qu'elle pourra avoir pendant son introspection. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il y a ça. Il y a la manière que tu auras dans les indicateurs de construire cette conceptualisation et de laisser libre choix au sujet de la construire de la manière, de l'architecturer de la manière dont il en aura besoin, inconsciemment. Ça va? Le deuxième point, c'est de quelle manière, si du coup c'est dialogal, tu vas pouvoir évaluer l'intensité du changement qui va se mettre en place quand elle va être dans cette rencontre. C'est juste en discutant avec elle et en lui posant les suggestions, les questions par rapport à ce qu'elle est en train de vivre qui vont te permettre d'avoir un retour et de voir l'évolution dans son comportement au fur et à mesure. Tu vois, quelqu'un qui est tout prostré, tout pas bien au début de sa rencontre, que tu vas stimuler sur les actions qu'elle va mener pendant bien droite, bien ouverte, tu vois que non-verbalement, elle te communique quelque chose d'autre. Il y a quand même une libération. Ça, c'est un indicateur. Si ça ne te suffit pas, il y a aussi la totalité de ce que tu as appris en hypnose comme technique qui te permettent d'être eux-mêmes des évaluateurs et des indicateurs. Poser par exemple une lévitation de la main en suggérant que la main se rapproche du visage, plus ça voudra dire que les problématiques seront réglées. Ou au contraire, si la main s'éloigne, ça veut dire qu'on rencontre de nouvelles problématiques. Tu auras cette main qui sera en lévitation avec ce mouvement dynamique qui va te permettre, comme pour le Rossi tout à l'heure avec les mains qui se rapprochaient, d'évaluer pendant la transe l'état de la rencontre qu'elle a avec son problème et l'impact et les conséquences que les choix qu'elle va faire dans la perception qu'elle a de son problème auront sur elle. Est-ce que ce sera positif ou est-ce que ce sera négatif? Et ça te permettra de pouvoir
la guider, l'échelonner sur de nouveaux choix ou au contraire de ratifier les choix qu'elle a faits. Ça Ok. va? Tout à fait. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous dis les autres? Moi, je trouve ça super. Juste, j'ai bien compris cette nécessité, effectivement, de faire monter la charge émotionnelle pour éviter d'être dans du conscient, du cognitif. J'ai bien compris ton illustration de faire monter la boule. Autre technique pour augmenter cette charge émotionnelle? Faire augmenter la boule, augmenter. Il y en a plein, il y a tout ce que tu fais de travail sous-jacent à ça, enfin prémonitoire à ça. Avoir quelqu'un qui a déjà une boule dans la gorge et qui va symboliser sa boule dans la gorge, te communiquer la boule dans la gorge avec son non-verbal, c'est que déjà l'émotion est là, tu n'as pas besoin de la construire, tu n'as pas eu de stratège pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle est déjà là, la boule. Donc c'est ce qui s'appelle être opportuniste. Soyez opportuniste dans vos séances. Sachez reconnaître quand votre patient, il a une énorme charge d'émotion qui monte. Et exploitez-la. C'est dommage de passer à côté. Pourquoi se concentrer sur ce qu'il nous dit, alors que ça, c'est le boulot du psy, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement son état émotionnel par rapport à ce qu'il nous dit. Donc, si votre sujet il est chargé en émotion, profitez pour surfer sur cette émotion. Après, pour répondre à ta question, Sylvie, il y a un moyen qui est hyper performant pour ça et que d'autres élèves qui sont ici, enfin d'autres personnes qui sont ici, qui ont été mes élèves, ont pu apprendre, c'est l'analyse du comportement. Et c'est comment exploiter l'analyse du comportement et la synergologie dans toute sa complexité pour créer des stratégies d'implémentation émotionnelle, c'est-à-dire de création de l'émotion chez ton sujet et d'exploitation de cette émotion vers une transe qui lui soit positive. Mais alors ça, c'est encore un autre travail et c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'apprentissage. On en a parlé. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose sur ce que je viens de dire pour éclaircir un petit peu à Sylvie cette piste? Non, ça va? Oui. Donc, je résume. Dans une approche avec un patient, dans une séance avec un patient, il y a deux manières d'aborder son sujet. La première, c'est une approche solutionniste qui, elle, va tirer mon sujet vers une solution immédiate et certainement ponctuelle au problème. D'accord? C'est ce qu'on va faire, par exemple, avec un ROSI ou avec une réification, fragmentation derrière, qui va permettre, en fait, de moduler la perception qu'elle a de son problème, ici et maintenant, pour avoir un état qui va changer immédiatement. Par contre, on n'a aucune garantie que ce soit préservé dans le temps. Parce qu'on ne touche pas aux éléments sous-jacents. La seconde façon de travailler, c'est d'avoir une approche qui soit systémique. L'approche systémique, c'est au lieu d'aller travailler sur l'élément qui va apporter la solution immédiate au problème et à l'état dans lequel est mon sujet maintenant, c'est d'aller trouver tout ce qui provoque cet état. Et de le trouver sous la forme que le sujet sera prêt à l'affronter. Que ce soit d'une manière régressive, conceptualisée, enfin régressive, j'ai perdu le mot. Symbolique. Symbolique. Ou personnifiée, d'accord? Tout en lui laissant libre champ la sur possibilité. Pas nous interférer ou influencer, quoi. C'est ça, quoi. Exactement. Et en trouvant justement la manière de suggérer sans influencer. D'accord? Très bien. Cette approche-là, elle va au contraire non pas nous permettre de pouvoir soulager la personne ici, maintenant, tout de suite par rapport à ce qu'elle ressent, mais de pouvoir aller rechercher un travail profond sur les éléments qui provoquent ça et faire en sorte que dans le temps, à long terme, les choses puissent s'articuler différemment. C'est un petit peu comme essayer de faire la différence, c'est un petit peu comme si vous désinstalliez une application qui vous fait chier sur votre ordinateur, approche solutionniste, et faire un nettoyage de disque profond avec une refragmentation du disque, une défragmentation du disque, où là, du coup, vous allez avoir un travail plus en profondeur qui n'a rien à voir avec le fait de désinstaller des applis, pas du tout, juste le fait de pouvoir tout réorganiser et de percevoir les choses telles qu'elles se sont construites de manière différente. Ça va ? Voilà. Ce choix-là, ce n'est pas vous qui le choisissez en fonction de votre approche thérapeutique. Vous ne pouvez pas dire « je suis praticien solutionniste » ou « je suis praticien systémique ». Quoique, en soi, si, vous pourriez. Mais l'objectif du praticien, c'est que justement, il puisse s'adapter aux besoins du patient immédiatement en fonction de ce qu'il a besoin. Une approche solutionniste, pour moi, je vais la choisir par rapport à un sujet qui n'est pas stable, qui vit un moment aigu de la problématique qu'il vient me proposer, que ce soit un stress, une douleur, ce que vous voulez, et je vais l'utiliser pour justement lui apporter un peu plus de stabilité et une autonomisation sur son problème.
C'est comme les techniques de coping, les techniques de méditation, les techniques de respiration. Tout ça, ça ne vous permet pas de régler le problème. Ça permet de pouvoir le gérer au quotidien. Si je sens que mon sujet n'est pas stable, je vais lui proposer cette approche-là et je vais faire en sorte de le stabiliser. C'est exactement ce que tu as fait, Jonathan. Ton sujet, il s'est senti vachement mieux dans tous les signes qui lui montraient qu'elle était stressée chez elle. Elle va mieux et maintenant, elle te fait part de la volonté d'aller creuser un petit peu plus et d'aller fouiller un petit peu ce qui se passe. Donc, ça veut dire que même elle a ressenti qu'elle avait besoin d'aller plus loin. C'est une manière aussi de pouvoir gagner confiance, de pouvoir donner confiance à notre client, à ce qu'il puisse se rendre compte qu'il se passe des choses qui lui font du bien et qu'il a envie de continuer avec vous. Donc, ça peut être aussi un choix que vous faites pour améliorer la relation thérapeutique avec votre sujet, pour répondre à ses croyances et ses attentes qu'on avait vu dans l'autre replay. Ça va ? La solution systémique, je vais la choisir quand mon sujet est déjà bien stabilisé par rapport à son problème, qu'il en a une lecture et un suivi sourd, c'est-à-dire que c'est une gêne sourde dans sa vie quotidienne, mais que ça le gêne au bout du compte pas plus que ça de manière aiguë, ça ne va pas générer des comportements qui seront lourds de sens et de conséquences dans sa vie de tous les jours parce qu'il a su à peu près s'y adapter, c'est juste un poids qu'il a besoin d'enlever, enfin juste, c'est pas rien, hein, c'est pas pour minimiser, en général ce sont les cas les plus lourds. Mais il l'a tellement intégré dans sa vie, justement, que il va falloir aller creuser un petit peu plus pour aller fouiller ce qu'on peut modifier dans sa perception du problème. Ça va ? Oui, Jonathan. Est-ce que, donc nous, ça, on en a conscience qu'on va travailler comme ça. Est-ce que ça a un intérêt que je le présente à ma cliente aussi comme ça? Est-ce que pour un client, avoir une réponse enfin, j'ai déjà ma réponse, mais si par exemple, je dis, bon, la dernière fois, on a travaillé un peu comme ça t'a permis d'avoir une solution dans les médias. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille travailler plus en profondeur, en fait, quoi. Tu vois, pour que que dans le temps, ça ait un impact plus performant, quoi. En gros, c'est ça. Est-ce que ça, c'est un intérêt de l'annoncer Les autres, vous en pensez quoi ? Moi, j'aime pas déjà le terme plus en profondeur parce que il y a un présupposé sur la profondeur dans laquelle elle a déjà travaillé la première fois. Bien sûr. Ouais. Et si la cliente, elle refuse, tu fais quoi? Elle te dit non, en fait, j'ai pas envie, alors qu'au final, c'est pile ce qui va te permettre d'avancer sur la problématique. Je suis d'accord. J'avais déjà ma réponse une fois que je l'ai donnée, mais je veux voir ce que vous en pensiez du coup. Ma réponse, c'est non, il ne faut pas faire ça. Mais voilà. Une approche en relation humaine, c'est marcher sur des œufs en permanence. D'accord ? Du coup, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas proposer, il faut que tu aies conscience que ça aura une influence sur ton sujet et sur les conséquences de sa réponse. C'est-à-dire qu'il aura une manière de te répondre qui sera complètement différente en fonction de comment tu vas lui proposer les choses et de ce que tu vas lui proposer. Oui. La notion aussi d'accord qu'elle va te donner à pouvoir tenir sa séance et la manière que tu as en général de pouvoir lui proposer de te donner son accord. Est-ce qu'il faut le faire de manière cognitive? Est-ce que la simple façon de pouvoir mettre des résistances au sein du process pour l'emmener en hypnose ne serait pas en soi déjà un signe de refus? Qu'est-ce que je dois prendre en compte et en considération? Est-ce que c'est son avis cognitif? Non, je ne veux pas aller là parce que ça ne m'intéresse pas. Ou est-ce que c'est son avis émotionnel? Ça va dépendre de l'éthique que tu vas prendre et du positionnement que tu vas prendre en tant que praticien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, en fait. C'est de quelle manière, toi, tu as appris à travailler, qu'est-ce qui te convient de manière éthique et qu'est-ce que tu as besoin aussi, toi, pour te rassurer dans ta pratique. Est-ce que j'ai besoin de demander l'accord à mon sujet pour aller travailler? Est-ce que j'ai besoin de lui expliquer ce sur quoi on a travaillé? Mais aussi, quelles vont être les conséquences du fait que je lui explique la manière dont on a eu de travailler pour elle et pas que pour moi? Ça va? C'est comme avoir une relation avec quelqu'un. On a deux perceptions de relation qui sont différentes parce que tu as deux personnes en jeu. Quand tu fréquentes une fille et qu'une fille te fréquente, des fois, elle aura une tendance à être extrêmement réservée, pas du tout communicative en dehors du fait de se voir, et elle va te laisser pendant des semaines sans aucun message, sans aucune nouvelle, alors que toi, peut-être de l'autre côté, t'as qu'un seul truc qui te motive, c'est justement à avoir des nouvelles en permanence, et t'attends ces nouvelles-là. Ce qui va provoquer chez toi, en conséquence de son comportement à elle, qui est ses croyances, ses attentes, c'est tout le stress de te dire, putain, mais en fait, c'est quoi cette relation? Ça me convient pas, je suis pas stable.
Et de l'autre, excusez-moi. Et de l'autre, ben, ton positionnement à toi qui fait que tu lui balances des messages en permanence, qui va venir contrarier sa manière d'être à elle et qui va se dire, oh, qu'est-ce qu'il veut lui à me balancer tous ces trucs? Et là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait que dans mon comportement, je me ressens comme ça et je me ressens frustré par telle chose qui fait que mon comportement influence cette personne. Et quel pourrait être l'impact, si je me mettais à la place de cette personne, de ce que je vais lui dire? Parce que si je continue à lui balancer des messages tous les jours, la seule chose qu'elle va ressentir, c'est de se faire harceler. Alors c'est absolument pas le but, c'est que la relation et la communication qu'on avait au départ étaient bonnes quand on s'est vu. C'est la même chose avec ton patient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait partie de ses attentes et de ses croyances par rapport à ce que l'on va faire ensemble? Quelles sont les peurs qu'il pourrait avoir? Comment est construite notre relation thérapeutique ensemble et quel est l'état de confiance qu'il y a entre nous deux pour qu'on puisse travailler? Qu'est-ce qui est sous-jacent à cette relation-là en termes d'accord, en termes de partenariat, pour que je n'ai pas besoin forcément de le demander? Et qu'est-ce que je dois éclaircir dans cette communication pour éviter ces trous noirs qui pourraient faire en sorte que mon influence serait négative sur elle ou que son influence serait négative sur moi? Ça va? Yes. Et pour ça, il y a un outil qui est fantastique, ça s'appelle l'assertivité. Si on ne l'applique pas de manière académique, mais qu'on le travaille avec intelligence, normalement, ça passe tranquille. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Non? Si. On fait Moi, un j'ai petit une bilan. question, ouais. Vas-y, Nico. Justement, sur cette notion d'accord de l'autre et de contrat relationnel qu'on pose. Là, en fait, si tu proposes un changement de position de perception, de se mettre à la place de l'autre pour imaginer avec son système de valeurs de quoi il a besoin et du coup, comment est-ce qu'on l'aide à y avancer. Après, il y a est-ce que j'assume les conséquences si j'ai mal fait cette position de perception et si je suis en train de lui faire de la merde? Il y a une différence entre perception et projection. La notion, c'est pas de rentrer dans de la projection, justement. Tu n'es pas là pour essayer d'anticiper ce qu'elle pourrait faire. C'est juste, à un moment donné, te dire qu'est-ce que moi et mon comportement pourraient avoir comme multiple arborescence d'impact sur elle. Et du coup, comment je dois éclaircir ma façon de m'exprimer avec elle, que ce soit verbal, non verbal ou quoi que ce soit, pour permettre justement qu'il y ait le maximum de portes ouvertes et pas que je choisisse une porte à sa place. Est-ce que c'est plus clair? Oui, il me semble que Robert Dills parle d'état coach où c'est soi-même être le plus clair possible avec ce qu'on est en train de vivre, avec nos peurs, avec différentes choses, pour laisser l'autre dans la relation. C'est un peu ça, et de manière plus complexe encore, c'est pousser encore plus loin ça. C'est-à-dire que de prendre en considération que ce n'est pas simplement un comportement général, mais c'est bien chaque mot, chaque geste, chaque notion de distance qui est avec mon sujet, la manière que je joue avec la proxémie, chaque agencement de mon cabinet et de la position que va prendre mon sujet dans l'espace qui représente mon cabinet, qui aura une influence et un impact sur la relation qu'on est en train de construire. Et c'est comment je dois prendre en considération chacun de ces éléments dans un extrême de clean, un clean poussé à l'extrême, c'est de quelle manière je peux prendre en considération le maximum de ces facteurs pour avoir comme seul objectif laisser le maximum de liberté au positionnement de mon sujet dans la relation qu'on est en train de créer ensemble. Ça va ? Normalement, ceux qui ont fait shot, c'est ce qu'on a essayé de vous enseigner pendant 1 an. Guylain est arrivé sur la discussion. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé et est-ce que c'est la manière que vous avez eu de vous positionner? Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques à vous? Ok. Il n'y a plus personne? Plus d'assurance. Pardon. Pardon. Ouais. Plus d'assurance dans le sens où en fait on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait et ça se ressent au niveau de la pratique parce que au final on est responsable du cadre de la séance et on n'est pas responsable de la réussite ou pas, donc ça met beaucoup moins de pression et le fait d'être beaucoup plus attentif aussi à nos clients et à ce qu'ils attendent de nous.
permet de taper principalement plus juste une fois qu'on a intégré ça. Donc, est-ce que ça va pour l'instant tout ce dont on a parlé? Pardon, excuse-moi, comment tu as appelé ce qu'ils ont fait pendant un an, tu dis, tes élèves? C'est quoi, le shut? La formation SHUT, ouais, c'est une formation initiale en hypnose où on reprend justement toutes ces notions stratégiques. D'accord. On ne sait pas dessus, c'est pas le problème. Initial, ouais, initial plus plus. Initial plus plus, ouais. Non, je vais initial, alors c'est approfondi. Mais... Ok. On a morflé pendant un an plutôt. C'était cool quand même, vous en êtes super bien sortis. On est encore vivants. Bref. Du coup, oui, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez tiré de cette APP qu'on vient de vivre ensemble? 3-4 mots chacun, simplement, rapidement, histoire qu'on fasse un point sur ce que ça vous a apporté. Sylvie. 2 angles d'attaque, effectivement, d'attaque, c'est violent, mais 2 angles, effectivement, la solutionniste, l'approche systémique, à vraiment se poser la question sur quoi on se dirige. Super. Alex. Que je ne suis pas responsable du résultat de la séance, que tout appartient à la personne. Et ouais, les 2 angles possibles, mais toujours en fonction de la personne, en fait, savoir si elle est prête à recevoir plus, à aller plus loin ou pas, en fait. Comment elle se situe et vers quoi elle se dirige, en fait. C'est de la suivre, c'est de pas avancer avant elle, en fait. Voilà. Ou de ne pas avancer à sa place. Voilà. Alors, juste un petit point, un petit astérisque là sur le terme de responsabilité en séance. Si, bien sûr que vous en avez la responsabilité. Vous avez la responsabilité justement de ne pas avoir de responsabilité sur le résultat. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est facile de dire à quelqu'un sous transe quoi faire et comment se comporter. C'est facile d'avoir une influence sur lui et de lui dire quel changement il va avoir et que ces changements lui apparaissent réels. Je viens de mettre un petit mème sur ma page Instagram qui l'exprime un petit peu. C'est pas parce que vous avez la possibilité de convaincre votre sujet qui va mieux, que ça veut dire qu'il va mieux. Et c'est ça qu'il faut réussir à avoir en tête. Vous avez une responsabilité énorme en tant que praticien, c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir une influence sur votre sujet et qu'il ne faut absolument pas en arriver à ça. C'est-à-dire de quelle manière je peux faire en sorte en thérapie que mon influence soit la moins forte possible sur mon sujet et que je lui laisse le maximum de libre arbitre dans son positionnement. Si vous avez une responsabilité sur le changement, si vous avez une responsabilité sur le résultat, comme on pourrait l'avoir en spectacle, dors. La cigarette te dégoûte. Réveille-toi. Oh, la cigarette me dégoûte. Je fume plus. C'est dégueulasse. Le changement, il vient de vous. Vous avez la responsabilité du changement. Mais vous avez aussi la responsabilité de toutes les conséquences de ce changement, qui pourraient être vachement plus délétères que le simple fait d'arrêter de fumer chez votre sujet. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Ça va? Je t'entends. Pardon? Qu'est-ce que tu as apporté cette... Ça a coupé sur mon prénom. Excusez-moi, je mange en même temps. Ça m'a apporté la même chose, là, cette différenciation entre l'approche solutionniste et systémique, de mots simples, mais qui me permettent de scinder un peu justement ce travail, sans que ce soit un peu pour moi encore pas flou, si tu veux, mais un peu mélangé. Là, ça scinde, ça me fait du bien. Après, ce que je vais rebondir sur ma question de départ, du coup, où je me sentais frustré de ne pas avoir de retour sur, en fait, un dialogue ou quoi. Donc, du coup, ça me ramène encore à moi, sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, nos attentes, nos peurs. Sauf qu'on s'en branle, en fait, parce que le principal, c'est notre client, quoi. Voilà, que lui il sache où on l'emmène et qu'il fasse son travail, quoi. Voilà. Nickel. Donc, encore une fois, sur la neutralité, quoi, peut-être, tu vois, qui est super importante. Ok, merci Jo. Merci à vous. Asia. Alors,
Merci Jonathan d'avoir partagé cette séance avec nous. Parce que bon, ça nous permet de retrouver plein d'éléments. On est en train d'apprendre plein de choses. Donc, pour moi, ça m'a fait de revoir approche solutionniste, approche systémique, de différencier un petit peu les deux. Et remettre aussi certains outils, pas vraiment, certains choix stratégiques qu'on peut faire dans les séances et comment ça peut transformer toute l'expérience du client, ça peut transformer la relation, ça peut transformer aussi les résultats obtenus. Donc merci. Merci à toi, Asia. Nico. Alors moi, ça m'a permis de découvrir une nouvelle grille de lecture. Alors, je ne suis pas arrivé tout au début, mais je pense que j'ai à peu près capté les choses. Et pour moi, il y a 3 approches possibles. Donc, l'approche solutionniste, l'approche systémique et l'approche cognitive, rationnelle, qui, elle, est plutôt à réserver pour les psychologues ou pour... Donc, nous, en tant qu'hypno, ce serait plus solutionniste ou systémique. Pour lesquels on va essayer de rendre la personne qu'on accompagne le plus libre possible, soit une réponse symbolique, une réponse personnifiée ou une réponse régressive. Ok, chouette. C'est cool cette grille de lecture pour toi? Ça rajoute quelque chose, ouais. En fait, je me forme à plein de domaines différents, le coaching, l'analyse transactionnelle, la process communication, plein d'autres choses. Et du coup, parfois, j'ai des approches cognitives, et donc j'essaie de voir un peu dans chaque posture, ne pas glisser, pas trop mélanger les choses, arriver à séparer. Ouais, ça rajoute un truc intéressant. Toujours penser en fait dans quel cadre de compétences je me trouve et quels sont les éléments qui me permettent d'avoir ces compétences-là. Dans quoi je suis compétent. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir poser les choses. Si je suis dans le cadre de l'hypnose, qu'est-ce qui me rend compétent dans l'hypnose? On va le voir après dans la prochaine partie. Quels sont les éléments qui permettent de savoir qu'on est compétent ou pas complètement, et de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on retouche. On va voir un peu. Matt, qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y a le gros truc, c'était vraiment le côté approche solutionniste, approche systémique. C'était un truc que je sentais de façon diffuse et que, dans certains cas, tu te dis, ah ouais, là, forcément, il n'y a pas trop besoin de comprendre et la personne, elle va avoir l'utilité de quelque chose avec ses solutions, sans avoir besoin de forcément explorer toute la systémie du problème. Mais j'avais pas forcément cette clarté sur les conditions qui font que des fois il y a besoin de coping ou alors des fois c'est des causes suffisamment légères que quelque chose de solutionniste est suffisant. Mais le côté de temps en temps faut plonger dans comment ils construisent ce problème bizarre dans les détails pour réussir à leur permettre de l'explorer et de vraiment le vaincre. Ouais, c'est un truc que j'avais pas clairement en tête de cette manière-là. Aussi, je pense influencé par certaines formes de rejet des courants psychanalytiques qui peuvent avoir tendance à rentrer dans un pourquoi pendant 20 ans, qui fait que on sait très 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 bien pourquoi on va très 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 mal, et on va peut-être encore un peu plus mal à la fin, mais on est soulagé de quelques billets. Donc ça m'avait peut-être un peu biaisé aussi versus le « Ah, mais t'inquiète pas pour le problème, on va aller directement sur la solution », c'est pas forcément une bonne chose non plus. Oui, je partage l'avis des uns et des autres sur cette double approche possible, qui n'était pas aussi claire pour moi qu'après ce partage de Jonathan. D'ailleurs, merci. Et notamment, le lien que tu as pu faire, Jérémy, entre la stabilité ou non du sujet par rapport au choix d'une ou de l'autre approche. Parce que souvent, moi, quand je me retrouve dans des approches systémiques, j'ai l'impression de voir le bordel et de ne pas savoir par quel bout le prendre. et en fait, je me rends compte qu'il y a encore des fois où je me mets au cœur du truc à la place de mettre mon sujet au cœur du truc. Ok, merci Nora. Jérémy.
Alors déjà, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas tout suivi. Et du coup, dans l'ensemble, effectivement, cette double approche stratégique et solutionniste, et l'importance de la structure de trans, enfin structure de l'architecture de trans, voilà, pour reprendre le mot, qui devient assez primordial d'ailleurs, que je bosse là-dessus. Ok. Docteur Guilain Beauplet. Vous êtes là? Matt, t'as levé la main en attendant. T'as ton Ouais, micro coupé, Guilain, au cas où. je réagis juste en entendant architecture de trans. C'est une des questions que je me posais. Je serais preneur qu'on réexplore ça à l'occasion. Le côté construire une architecture de trans tout en immergeant la personne versus avoir une induction pour l'induction avec une certaine trans et ensuite que l'architecture puisse se présenter une fois en trans. Mais c'est une tangente. Donc c'est juste pour le dire à voix haute. Ok, ça marche. Sur ce, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de ce live ensemble. Ça va être la partie sur la question du mois. La question du mois a été comment se positionner en termes de notion de relation à l'argent quand on est praticien. Pas mal d'entre vous, pas forcément présents aujourd'hui, qui ressentaient ce problème-là, de ne pas savoir quel tarif poser à leur séance, de ne pas savoir se positionner sur un marché, pour qui c'est difficile aussi de faire encaisser un patient, de faire payer un patient. Est-ce que vous rencontrez, vous, ces problèmes-là? Un peu. Un peu, Nora? Ouais. C'est-à-dire, dans quel sens? C'est-à-dire que si je sens que la personne, enfin si j'observe que la personne, elle trouve ça cher ou que c'est compliqué pour elle, j'ai le réflexe systématique de réduire le prix. Enfin, je pense que j'ai du mal à valoriser le temps d'apprentissage, les compétences que j'ai acquises et à les chiffrer. Parce que j'ai un rapport à l'argent déjà moi-même dans ma vie qui est pas... Pour moi, c'est tellement juste un moyen et... Vas-y. Je suis pas en recherche d'argent. Je veux juste pas en manquer pour pas avoir à m'en préoccuper. C'est une question, en fait, si je pouvais, je m'en soucierais pas. C'est vraiment, j'ai un truc interne comme ça, si je pouvais ne pas être en lien avec ça, ça m'arrangerait. Ok, les autres. Tout pareil que Nora pour moi. Moi, Je ma l'ai beaucoup problématique. bossé. Pardon. Excuse-moi, Asia, vas-y, je t'en prie. Je l'ai beaucoup bossé, il reste encore des restes. Tu l'as bossé comment, Asia? Je suis allée chercher tous mes blocages liés à l'argent, au concept de l'argent, à mes vieilles histoires familiales, à mon éducation. C'est des trucs, mais ils sont, ça remonte loin, quoi, dans la relation. Vraiment, la relation à l'argent, c'est quelque chose. Des fois, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est au début du cabinet où pareil, j'avais vraiment envie d'offrir les séances à tout le monde, mais bon, après, il faut bien que je paye mes factures, tu vois. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir changer d'état d'esprit et renouer avec l'abondance, quoi. Donc, voilà, c'est un travail personnel, un travail voilà, en bouquinant, en regardant des lives, en regardant des coachs, français ou pas d'ailleurs. Donc, voilà. Super. Sylvie? C'est pas fini. Moi, c'est pas tant un problème sur le montant de la séance, parce que même en plus, des fois, je m'autorise à de temps en temps choisir des clients avec qui c'est OK, on va faire un troc, on va faire plutôt ce genre de choses. C'est plus par rapport à la durée de l'accompagnement. Donc, le montant global de cet accompagnement. Donc, du coup, une pression supplémentaire sur il faut qu'il y ait des résultats rapidement parce que c'est l'aspect global qui me pose plus de problème que la séance, le prix de la séance en elle-même. Ok, ça marche. Comment vous avez posé votre prix d'une séance?
Qu'est-ce qui a fait que vous avez défini que ma séance coûtera 60 €, ma séance coûtera 80, ma séance coûtera 120, ma séance coûtera 30 €? Pour moi, ça a été le marché. Toi, c'est le marché, Nora aussi? Si vous êtes allé voir les Ouais. concurrents, vous avez regardé combien ils facturaient et vous avez fait pareil. Ouais. Ok. Pareil, voire Oui, mais pareil, mais 1 € de moins, histoire de. non, moi justement, je n'ai pas fait forcément pareil. Je me suis mise dans la moyenne, on va dire, voilà, mais pas forcément pareil. Donc, tu as pris plusieurs éléments de concurrence, tu as regardé les tarifs qu'ils avaient, tu t'es passé au milieu. Enfin, en tenant compte quand même du package de formation, de ce qui me du package de formation surtout. Ok, ça marche. Donc, on voit en fait le rapport à l'argent et le rapport au coût, à la valeur de votre produit que vous proposez, de votre service que vous proposez, il est rattaché à plein de choses. 1, l'évaluation du marché, pour beaucoup d'entre vous, et 2, l'évaluation de ce qui vous a permis de proposer ce service. Sylvie le dit, elle prend en compte le nombre de formations qu'elle a suivies. Asia aussi, tu disais ça. Combien d'heures vous avez passé en formation pour arriver à ces compétences-là. On peut aussi tirer un petit peu plus loin. Moi, je vais vous expliquer comment je fixe mes tarifs, parce que j'ai aussi un rapport à l'argent qui est difficile. J'ai mis beaucoup de temps à le construire, à le réfléchir, à le conceptualiser, pour savoir exactement comment poser mon tarif. Aujourd'hui, ma façon de travailler sur ça, et je n'ai pas fini encore, je continue là-dessus, c'est de me baser déjà sur comment je construis mon offre. Qu'est-ce qui fait que je suis compétent dans ce que je propose? Qu'est-ce qui me permet d'évaluer cette compétence? Pour ça, j'ai un petit dessin qui m'aide. Je vais vous montrer. Hop. La compétence, c'est pas magique. On ne peut pas se dire compétent juste parce qu'on sait bien faire quelque chose. La compétence, ça s'acquiert de manière très rationnelle. La compétence, c'est le carrefour entre un savoir, un savoir-être et un savoir-faire. Si on manque un des trois, on n'est pas compétent. C'est l'ensemble des trois éléments qui me permet, moi, d'être compétent. Or, il y a quand même des trucs qui me permettent de pouvoir cibler un déséquilibre. Par exemple, si j'ai juste un savoir-faire, un savoir-être, je suis juste un exécutant. C'est le cas, par exemple, de l'hypnose en street. Vous pouvez apprendre à faire de l'hypnose de street en 2 jours, de l'hypnose ludique en 2 jours. C'est pas ce qui vous rend compétent. Ça vous rend exécutant. Vous savez faire. Ouais. Vous savez comment faire une rupture de pattern. Très bien. Par contre, est-ce que vous savez comment fonctionne une rupture de pattern? Quels sont les fondamentaux d'une rupture de pattern? Quelles sont les conséquences d'une rupture de pattern? Et pourquoi elle se met en place? Et sur quelle systémie physiologique, anatomique, neurophysiologique se met en place une rupture de pattern? Sur quelle systémie de la mémoire elle se met en place? C'est tous ces éléments de savoir qui vont vous transporter de l'exécutant au compétent. Au même titre, quelqu'un qui a le savoir et le savoir-faire, c'est génial. Parce qu'il sait exactement comment faire une rupture de pattern, il sait quels sont les fondamentaux d'une rupture de pattern, il sait exactement comment se met en place une rupture de pattern, quelles sont les conséquences d'une rupture de pattern. C'est génial. Il sait très bien mener ça. C'est Mesmer sur scène. Il est performant. Par contre, se soucier de l'impact de la rupture de pattern sur le sujet, on s'en tape. C'est pas grave s'il tombe de scène, c'est pas grave s'il tombe de lui-même comme ça sur le bord de la chaise que j'ai oublié d'enlever derrière. Je ne prends pas en compte, en fait. Je cogite pas là-dessus. Voilà, du coup, je suis pas compétent. Je suis performant, oui. Je fais des choses qui marquent les esprits et qui fonctionnent bien. C'est cool. Mais je suis pas compétent. A contrario, si j'ai un bon savoir, un bon savoir-être, je suis Hermione Granger. Je suis celle qui connaît bien tous les bouquins, qui a tout le positionnement humain et la relation avec l'autre qui colle bien, mais par contre, en termes de technique, je ne sais pas mettre en place. Je ne sais pas pratiquer. C'est bien. Je suis un connaissant. C'est-à-dire que j'ai bien la connaissance, je sais à quoi ça se rattache et comment je dois me positionner en relations humaines, mais par contre, derrière, je ne sais pas faire. Donc on sent bien qu'il y a une manière, là, du coup, de pouvoir visualiser un peu où est-ce qu'on en est en permanence et ce sur quoi je dois aller rechercher. Il y a des fois où je me sens plus exécutant, moi, ou des fois où je me sens plus performant ou plus connaissant. Et du coup, quand j'ai l'analyse de ma pratique
et que je regarde un petit peu et que je me sens un peu trop connaissant, bah, c'est que je manque de pratique. Donc, je vais aller travailler la pratique. Quand je me sens trop performant, c'est que je manque de savoir-être. À un moment donné, bah, il va falloir un petit peu que je remette de l'humain là-dedans et d'éthique. Il va falloir que j'aille rechercher un petit peu ce qui peut compléter mon savoir-être. Qu'est-ce qui cloche dans mon savoir-être? Et si je me sens un peu trop exécutant, eh ben, je vais aller rechercher du savoir. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à expliquer les choses que je fais dans le détail, si je n'arrive pas à en comprendre les mécanismes, c'est que je manque de savoir. Donc, je suis un exécutant. Je ne suis pas compétent. Et je vais réajuster comme ça, au fur et à mesure. C'est-à-dire que mon travail, ce n'est pas simplement d'aller en formation. Ce n'est pas simplement de mettre en pratique. Et ce n'est pas non plus simplement me mettre en rapport à la personne sur qui je vais pratiquer ça. C'est un ensemble. C'est cet ensemble-là qui va me permettre d'arriver à la compétence. Donc, en fait, mon travail, quand je l'évalue, et mon savoir, quand je le donne en formation, par exemple, quand j'évalue le prix d'une formation, quand j'évalue le prix d'une séance avec moi, je prends en compte ma compétence et tout ce qui m'a permis d'arriver à être compétent. Quels sont les éléments de savoir-être que j'ai dû travailler? Quels sont les éléments de savoir que je suis allé rechercher et que j'ai dû intégrer? Quels sont les éléments de savoir-faire que j'ai travaillé, assimilé et que je maîtrise parfaitement pour pouvoir les mettre en place? Et derrière, quelle est la masse de travail qui m'a permis d'en arriver là? Et enfin, sur le marché, comment tout ce que j'ai acquis en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être me donne une compétence qui est unique au sein du marché ou qui me démarque du marché? Et à quel point cette démarque me met vraiment à part et fait en sorte que je propose quelque chose que personne d'autre ne propose. Ou qu'est-ce qui me démarque partiellement de ce que les autres proposent. Et du coup, je me rends compte que je ne peux pas fixer simplement mon tarif en prenant la moyenne de ma concurrence. Parce que si je fais ça, eh ben, au bout du compte, je ne fais que prendre en compte le fait que je suis hypno, au même titre que les 1500 hypnos de ma ville. Du coup, je ne veux pas mieux qu'un autre, en fait. Par contre, si j'arrive à vraiment évaluer mon travail, à me positionner d'une certaine manière, à voir dans quelle spécialité je suis compétent, et qu'est-ce qui fait que je suis compétent, et si je le suis vraiment, eh ben, j'ai une véritable lecture de ce que vaut mon travail. Et du coup, ben, je vais potentialiser le tarif en fonction, bien sûr, du marché, mais de ma spécialisation et de mes compétences, et de ce qui m'a permis d'y arriver. Et ce tarif-là, en combien de temps il va amortir tout ce que j'ai investi comme travail, que ce soit de manière financière, ou que ce soit de manière humaine, que ce soit de manière matérielle, pour arriver à ça. Que vous choisissiez de l'amortir en 1 an, en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans, c'est un doux équilibre entre le tarif que vous pouvez proposer sur le marché et qui sera acceptable en fonction de vos performances, ce qui est le parfait reflet de vos compétences et ce qui vous met aussi à l'aise, vous, dans la prise de conscience de tout ce que ça vous a demandé pour en arriver là. Ça va? Est-ce que ça vous aide un petit peu ce schéma? Est-ce que ça vous fait réaliser des choses? Ouais, ça vous fait réaliser quoi? Moi, ça me fait penser à la théorie triangulaire de l'amour de Robert Sternberg. Donc, en fonction des 3 ingrédients, ça va colorer un peu notre rapport à l'amour, la passion, l'intimité, l'engagement. Donc là, c'est un peu pareil. C'est en fonction de est-ce que j'ai beaucoup de savoir-être, pas trop de savoir-faire, pas trop de machin, ça va donner une couleur. Donc, en fonction des ingrédients, je n'ai pas le même gâteau à la fin. Exactement. Et en fonction de ce que tu veux en faire, tu pourras te permettre certaines choses ou pas. C'est très bien d'être street hypno, c'est parfait. Et tu sais que tu peux rester à un niveau d'exécutant, tu n'as pas besoin d'être performant et de connaître chacun des détails, des fonctionnements, d'une lecture de pattern, comme j'ai pris l'exemple, parce que ça te suffit. Maintenant, est-ce qu'en termes de thérapie et de prise en charge d'une personne, dans une relation humaine et dans la gestion de la condition humaine, en sachant que tu peux avoir de l'impact dessus et une influence, quelles sont les limites éthiques qui te font dire à un moment donné, je ne peux plus juste rester exécutant et il faut que je travaille sur autre chose. Mais du coup, comme il va falloir que je travaille sur d'autres éléments pour arriver à un niveau de compétence qui soit plus haut, mon tarif aussi va évoluer, puisque je ne suis plus que exécutant. Ça veut dire que ça va me demander de la conception, ça va me demander de l'ingénierie, ça va me demander de créer des prototypes de services, de tester ces prototypes de services. Ça a un coût, tout ça.
en termes d'ingénierie, en termes de conception. Et derrière, une fois que ce service sera prototypé, il va falloir que je le teste, il va falloir que je l'évalue, que j'en évalue les conséquences, que je vois ce qui se passe sur mes patients. Et une fois que c'est fait, il va falloir que j'évalue comment je peux le distribuer sur le marché. Est-ce que c'est un service qui est acceptable sur le marché public? Ou est-ce que c'est un service qui est proposable en niche? C'est-à-dire uniquement à une partie de la population. C'est tout ça qu'on va évaluer. Faire une séance d'hypnose, c'est faire une séance d'hypnose, très bien. Faire une séance d'hypnose spécialisée dans le trauma, déjà, ce n'est pas les mêmes compétences. Faire une séance d'hypnose spécialisée à arrêt du tabac, c'est pareil. Faire une séance d'hypnose spécifique à l'immersion mentale contextuelle dans un milieu militaire, c'est encore autre chose. C'est encore un autre prototypage, une autre ingénierie, un autre niveau de compétence. Et c'est un marché qu'on ne peut pas présenter au public, qui sera réservé à un milieu qui sera plus fermé, plus réduit. Donc le coût, forcément, augmente. Ça va? Est-ce que ça vous donne des pistes pour pouvoir un peu mieux assumer le tarif que vous posez sur vos séances et le réévaluer et le positionner de manière à pouvoir l'assumer? C'est assez clair pour moi. Le côté trouver un positionnement, ça me fait vraiment écho à des trucs que j'ai vus dans ma première vie professionnelle au niveau marketing dans le monde du numérique et des startups, c'est d'avoir vraiment un côté proposition de valeur avec commencer par une niche très claire, très identifiée, quelle qu'elle soit, mais quelque chose où on sent que ça rencontre vraiment ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, et là où ça va vraiment accrocher. Et peu importe, les trucs un peu pompeux de chiffres de ouais, faut aller dans tel marché parce qu'il y a, je sais pas quoi, 20% des Français, vous n'allez jamais parler à 20% des Français en fait. Ça n'existe pas. Vous allez rencontrer X clients, parce qu'en plus c'est en tout cas là dans notre domaine c'est en face à face. Les chiffres sont tout petits. Donc en fait, même si vos niches sont toutes petites, si vous êtes performant dessus, si c'est ça qui vous passionne, vous avez un boulevard assez incroyable. Le tarif, il n'est pas le reflet de ce que peut se payer le client. Le tarif, il est le reflet de ce que vous proposez. Et après, vous attirerez les clients qui peuvent se le payer. Quelqu'un qui ne peut pas se payer votre service, c'est quelqu'un qui ne peut pas se le payer. Point. C'est tout. Si ça vous fait du mal et s'il ne peut pas se payer ce service-là, ça reste votre service. C'est ce avec quoi vous mangez. Allez faire du bénévolat à côté. Proposez-le. Moi, c'est ce que je fais. Par contre, c'est en dehors de mon entreprise. C'est peut-être le même cabinet, etc., mais ça répond à l'association que j'ai choisie, ou que j'ai trouvée, ou que j'ai créée. Et c'est là-dessus que je vais donner du bénévolat. C'est là-dessus que je vais répondre à mon autre besoin de fournir mon service et de partager mon service pour pouvoir aider des gens qui sont dans le besoin. Ouais. Par contre, ça ne rentre pas dans mon entreprise. Ma prestation de service au sein de mon entreprise, c'est mon gagne-pain. C'est ce qui permet de faire tourner mon entreprise. Donc, elle a un coût, et elle attirera les gens qui peuvent se le payer. Point. Ceux qui ne peuvent pas, ils iront voir quelqu'un d'autre. Ça va? On t'entend pas, Jonathan. Faut que tu mettes ton micro. Voilà. Je dis ça va, mais c'est pas évident à intégrer non plus. Dans le sens où, par exemple, moi j'exerce en milieu rural. L'hypnose, les gens ils savent même pas ce que c'est. Ils ont peur, tu vois. C'est des gens qui, si tu veux, voilà, il y a les gens qui viennent me voir, c'est le peu de gens qui sont un minimum cultivés et donc ils viennent me voir, quoi. Et si tu veux, si je mets trop cher, c'est pas possible, quoi. C'est juste, ils viendront pas, quoi, tu vois. Enfin, et c'est pour ça qu'il y a toujours quand même ce juste milieu. On peut pas, les gens, en fait, tu vois, je me souviens, ma formatrice, elle faisait payer un tarif que moi j'aurais jamais payé, quoi, tu vois. J'aurais pas pu me permettre. Donc, quand tu dis tant pis pour lui, il peut pas se le permettre, et dans ces cas-là, tu peux faire du bénévolat. Ouais. Moi, je ne suis pas là du tout parce qu'il faut déjà que j'arrive à rentrer de l'argent pour mon cabinet. Donc, si je veux un peu de monde, je suis aussi obligé de baisser un peu mes tarifs, quoi. Sinon, j'ai personne, quoi. Qui t'a dit que En baissant tes tarifs, tu fais quoi? Comment? Comme tarif, je fais quoi? En baissant tes tarifs, tu fais quoi? Je me dévalorise, moi, en baissant mes tarifs. Mais là, le Voilà. tarif que j'ai mis me semble correct et honnête. Donc,
Oui, Ouais, tu mais vas je les suis dans le avoir. même cas que je suis dans le même cas que Jonathan, et c'est vrai que c'est pas évident du tout, hein. Parce que c'est soit on se dévalorise pas et du coup il n'y a pas de clientèle du tout parce que les gens ils ont la trouille et ils savent pas ce qu'est l'hypnose, et même en catégorie médecin en fait. Là je vois Chauny, là, donc je suis dans l'Aisne, les médecins eux-mêmes sont réfractaires à l'hypnose. Alors que pourtant, On en touche à un autre point qui est essentiel. Une fois que vous avez fixé votre tarif, c'est la communication que vous faites autour de votre tarif et de vos compétences. Il faut savoir aussi communiquer sur soi. Si vous dites juste « je fais de l'hypnose » et « oh coucou, je fais de l'hypnose », il y en a 50 autres hein, de la même ville qui font la même chose. « Et oh coucou, je fais de l'hypnose. Regardez, l'hypnose, c'est ça, dors. L'hypnose, c'est ça. T'approches tes doigts, ça fait comme Vincer, c'est cool. » Non. Enfin, vous avez quoi de différent? En quoi vous communiquez sur votre différence et donc sur votre compétence? Arrêtez. Stop. Et pour ça, il y a un type qui est génial dans le milieu de l'hypnose. C'est Jean-Pierre Chaudot. Voilà. Vous avez un problème de positionnement marketing, vous ne savez pas comment mettre en avant votre compétence, allez voir Jean-Pierre. Il est très bien. Moi, je vais commencer un. Jean-Pierre Chaudot, pas Clodo. Ah. Jean-Pierre Chaudot. Il est très bien. Moi, je vais commencer un travail avec lui parce que je sais aussi que j'en ai besoin pour certains de mes produits, pour bien positionner mes produits. Je l'ai contacté. Je vais bosser avec lui pendant un petit moment, je vais me faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à un moment donné. Il faut réaliser que votre produit, c'est vous, c'est votre identité. Et donc, si c'est votre identité, il faut pouvoir communiquer sur votre identité. Votre boulot, c'est vous. C'est vos compétences. Ce n'est pas juste des compétences d'hypno. Vous n'êtes pas un hypno parmi les autres. Sinon, effectivement, vous êtes juste un hypno parmi les autres. Mais alors, si vous ne remplissez pas votre cabinet, c'est parce que vous êtes juste un hypno parmi les autres. Et à ce moment, les gens ils viendront vous voir parce que vous êtes le plus proche. Non. Quelle est la raison pour laquelle il vient vous voir, vous? Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on sache que vous existez? Comment vous véhiculez votre visibilité? C'est tout ça qu'il faut bosser. Et ça, c'est pas ma spécialité, je ne peux pas vous en donner plus, mais je sais que c'est celle de Jean-Pierre. Il y a plein d'autres gens qui peuvent vous aider dans ce milieu-là. Juste, lui, il est spécialisé sur l'accompagnement des thérapeutes, et il a des thérapeutes lui-même. Donc ça facilite les choses. Voilà. Moi, en tout cas, je sais que j'ai confiance en lui. En plus, il a plein de contenu gratuit. Je vous invite à aller voir sur Sage si vous avez l'occasion. Ça va? Ouais. Petite remarque, là, j'ai commencé depuis hier une formation à la Chambre de commerce, ça s'appelle Créa 280. C'est deux mois de formation pour la création de son projet entrepreneurial. Et donc, je pourrais vous partager des outils si ça vous intéresse. Il y a un truc qui s'appelle le Canva, vous pouvez trouver sur le site de la BPI, qui permet sous une forme un peu graphique, de mettre un peu tous les éléments, le marché, où c'est ce que vous en êtes, vos compétences, ainsi de suite. Le business model Canva. Voilà, tout à fait. C'est ça? Ouais. Business model Canva. Je vais vous en mettre un sur la plateforme. J'ai une trame. Je vais vous le mettre. Et effectivement, n'hésite pas, Nico, si tu veux partager des trucs sur la plateforme. Vous pouvez poster sur le flux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous pouvez poster des choses. Donc n'hésitez pas, partager des éléments. Vous le mettez sur le flux, il n'y a aucun problème. Ça marche? Chouette. Yes. Est-ce que ça vous a apporté des choses, cette discussion autour de l'argent? Ouais, moi surtout le petit schéma là. Ouais. Ouais, parce que j'aime bien l'idée de visualiser la compétence comme un certain territoire à la croisée de d'autres territoires, et surtout la possibilité de se rendre compte à chaque fois qu'on augmente un niveau de connaissance ou un niveau de savoir-être ou un niveau de savoir-faire, qu'on peut se décaler du territoire de la compétence et que ça nous donne la vigilance sur les points à travailler. Ça, c'est peut-être parce que je suis visuelle, mais là, du coup, l'exécutant connaissant performant avec en face l'axe à travailler, je trouve ça hyper chouette. Ouais, j'ai vraiment bossé ça de mon côté avant de vous le présenter, et très franchement, je trouve ça vraiment très utile pour pouvoir se remettre en question, avoir l'humilité de pouvoir reprendre son travail, et avec une base d'analyse qui nous permet vraiment de cibler où est le problème et de pouvoir toucher la bonne chose à remettre en question. Surtout, c'est le genre de questionnement qui reviennent, parce que c'est jamais stable en apprentissage, et c'est super chouette. C'est-à-dire, il n'y a pas dans l'évaluation de ce que votre travail, mais dans le jour aussi, dans notre performance à travail, notre compétence à pouvoir tenir le boulot. Ça, c'est vraiment. Moi, je suis tous les jours ce truc-là.
Mathieu d'abord et après Jonathan. Ouais, bah, comme disait Nora, super modèle. Les trois cercles qui se croisent sur savoir-être, savoir-faire et savoir. Moi, ça fait un moment que je me le formulais d'une autre manière. J'avais le côté aller-retour entre théorie et pratique, mais qui était un peu trop grossier. Je cherchais un modèle plus fin, bah là, c'est top. J'avais complexifié la chose, ça servait à rien, c'était pas utilisable. Et pour ceux qui sont en milieu rural, ça me faisait penser que, enfin, c'est un vrai truc en fait. Les difficultés cumulées du monde rural, c'est pas, enfin, on s'en rend difficilement compte quand on est dans les villes, parce qu'il y a une masse de gens, il y a une vie économique, il y a un truc. Il y a de la pauvreté en milieu rural, il y a des gens, enfin, il y a un peu des formes de double, de triple peine parfois, moins d'accès aux informations, moins de connaissances de l'hypnose. Et du coup, ça force à être malin, parce que, enfin, quand tu as une entreprise, tu es obligé d'aller chercher avec les dents le business, de trouver un angle qui fait que ça va fonctionner pour toi et pour tes clients. Pas genre, je vais réussir à leur extirper de l'argent. Mais je me disais, tu vois, typiquement, si j'étais en milieu rural, qu'est-ce que je ferais pour réussir à remplir mon frigo et donner de la valeur aux gens et me positionner? Bah, je prendrais peut-être un thème qui s'autofinance. Typiquement, un arrêt de tabac, tu dis aux gens, OK, voilà, c'est peut-être un peu cher, mais derrière, quand vous aurez arrêté de fumer, ça va s'autofinancer plus. Donc, tu peux pricer ton truc assez haut. Et potentiellement, si tu es suffisamment bon et que tu as confiance dans tes compétences, les gens qui vont venir te voir, eh ben, on sait très bien que derrière l'arrêt de tabac, il n'y a pas que la cigarette, il y aura d'autres problématiques émotionnelles. Et pour le coup, le bouche à oreille, il peut fonctionner peut-être de manière plus puissante. Voilà, c'est qu'un exemple, mais j'aurais tendance à attaquer sur celui-là, par exemple. Et faire des inductions Des actions J'ai coupé mon micro, donc tu m'as pas entendu. Jonathan. Un truc à nous rendre cher. Oui, qu'est-ce que j'ai oui, ça rappelle une pub qui disait on va quand même pas mettre si peu cher. Que j'aime bien cette réflexion-là parce que c'est vrai qu'on va pas se dévaloriser. Ensuite, là, on parle tous d'argent, parler d'argent sans dire en fait. Par exemple, c'est quoi, vous, un tarif on a commencé un peu comme ça en se demandant comment vous fixiez votre tarif. Et du coup, c'est quoi votre tarif à vous et pour combien de temps? Par exemple, moi, je suis à 60 € la séance. La séance, c'est 1h30 max, surtout au premier rendez-vous. Et la séance d'après, c'est le même tarif, mais c'est plutôt 1 heure. Non, moi, c'est 80 €, que soit la durée de la séance, sachant que le temps moyen d'une séance, c'est 45 minutes. Maintenant, ma séance, c'est en général des séances qui sont spécialisées, qui tournent autour du trauma lourd, et où j'ai pas le problème de la ville ou de quoi que ce soit, parce que de toute façon, 90% de mes patients viennent au bouche à oreille et sont prêts à faire 300, 400, 500, voire 5000 bornes pour venir me voir. J'en ai une qui arrive d'Israël la semaine prochaine, parce qu'elle veut me voir moi. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de réaliser, c'est que ne vous arrêtez pas aux frontières de votre village. Essayez de voir en quoi vous pouvez avoir un business rentable dans la rentabilisation de vos compétences. Qu'est-ce que vous avez de particulier en tant qu'hypno? C'est quoi votre super pouvoir d'hypno? C'est quoi votre super compétence? Le truc où vous avez un savoir qui est au-dessus des autres, un savoir-être qui est au-dessus des autres, un savoir-faire qui est au-dessus des autres. Ça marche? J'ai perdu pas mal de monde dans la vidéo. D'autres, vous pouvez répondre à Jonathan aussi. Moi, je fais payer 65 € pour 1 heure. Ok. Je m'étais calée sur la fourchette basse quand même de Rennes, en Bretagne, et c'était avant la formation Shut. J'hésite un peu à revoir le tarif. Après 1 an de souffrance. Ouais, je trouve qu'il l'aurait bien mérité. Pour ma part, je suis à 70 € pour première séance 1h30, les séances suivantes 1 heure. Et je suis juste dans la moyenne, exactement dans la moyenne de mon marché. Je pense que tous les hypnos autour de moi, ils pratiquent le même tarif. Nico, tu avais une question? C'était plutôt une remarque. En fait, comme j'ai vu le sujet de ce mois-ci autour de l'argent, j'ai regardé un peu, moi, j'ai pas trop bossé dessus encore, mon rapport à l'argent.
J'ai trouvé des articles qui m'intéressent beaucoup en analyse transactionnelle. L'idée, c'est d'explorer nos croyances, nos systèmes de représentation autour de 4 axes. Gagner, qu'est-ce que ça représente pour moi gagner? Conserver, dépenser et donner. Et chacun a une représentation différente autour de ces concepts, et au plus ils vont être clairs, au plus je pourrais les faire évoluer vers quelque chose qui corresponde à un truc qui me convient. Oui, c'est juste. Il y a aussi la partie qui s'appelle le scénario personnel. Tiens, dans la famille, quel était le rapport à l'argent? Est-ce que mes parents gagnaient bien leur vie? Est-ce que l'argent était quelque chose qui était sain, ou est-ce qu'on se brûlait les doigts avec? Est-ce que machin, est-ce que truc? Et aujourd'hui, moi, si je regarde les années de ma vie, les 2 dernières années de ma vie, est-ce que je me suis brûlé avec l'argent? Quand j'ai eu de l'argent, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je l'ai claqué dans des trucs futiles? Est-ce que je les ai investis, mais du coup, j'en retire pas des bénéfices tout de suite? Enfin, plein de choses comme ça, un peu. Je vais essayer de créer une sorte de questionnaire pour clarifier son scénario personnel autour de l'argent. J'aurai peut-être un peu de temps cet après-midi. Très bien. Il y a, Une approche plus personnelle du rapport à l'argent, c'est très bien comme aussi ce que tu viens de citer. il y a les injonctions paradoxales. Oui, Jérôme. Par exemple, où on grandit avec l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il faut de l'argent pour subvenir à ses besoins et pour être heureux. Et au final, on a 2 injonctions qui sont complètement paradoxales l'une avec l'autre et qui créent des blocages. Oui, et du coup, là, ça vaut le coup d'aller voir un hypno. Exactement. Ouais. Ou un gars qui fait de la thérapie brève. De Très la bien. systémie. Non, effectivement, il y a le rapport. Tout ça, ça touche à un autre point qui est important, c'est le rapport personnel à l'argent avant le rapport professionnel. C'est-à-dire qu'il y a l'évaluation de votre travail et ce que vous allez faire payer pour votre service, mais il y a aussi votre propre rapport à l'argent et la manière dont vous le construisez ou le déconstruisez pour le reconstruire. Mais il y a aussi quelque chose de très efficace, c'est de comprendre que quand on est au niveau professionnel, on n'est pas au niveau personnel et que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Quand on est à la tête d'une entreprise, que ce soit une auto-entreprise ou que ce soit une SASU ou une SARL ou quelque chose de coté en bourse, le rapport à l'argent, ce n'est pas notre rapport à l'argent, c'est le rapport à l'argent de l'entreprise. Notre rapport à l'argent après, il faut être OK avec soi et comment on le construit. Mais c'est comme le rapport aux impôts et aux 25% qu'on reverse en tant qu'auto-entrepreneur. Ce sont des impôts sur l'entreprise, ce n'est pas des impôts sur moi. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Assia, dis-moi. Quand on est entrepreneur, notre personne, elle fait partie du business. Donc, on ne peut pas vraiment la mettre de côté. Et le fait de le regarder en face en mode, oui, il y a le rapport de l'argent de l'entreprise et c'est bien de le regarder, prendre de la distance et de dire, c'est mon business, il faut que le business il fleurisse, c'est le côté professionnel, etc. Mais parfois, le fait de se regarder aussi en face, ça peut aider et de creuser. C'est un peu douloureux, c'est pas toujours très agréable, mais parfois les blocages les blocages du volet professionnel, ils viennent de nos blocages personnels sur le lien qui est à l'argent. Et il faut le dire, on vient d'une culture, pour beaucoup d'entre nous, peut-être judéo-chrétienne, avec l'argent c'est sale, l'argent c'est le mal, l'argent c'est, voilà, les gens pauvres c'est des gens bien, ils vont aller au paradis. Enfin, voilà, il y a des programmations comme ça qui peuvent être très profondes et ouais, il va falloir aller prendre le taureau par les cornes et regarder ces vieilles programmations remplies de poussière pour les lâcher enfin, quoi. Effectivement. Moi, dans ma famille, ma mère, elle répétait qu'elle ne voulait pas mourir la plus riche du cimetière. Résultat, j'ai jamais réussi à mettre de l'argent de côté. Bien. Donc, on a vu effectivement dans le rapport à l'argent qu'il y a bien une approche qui est professionnelle et qui peut être rationalisée dans l'analyse de ce que vaut notre travail et notre compétence et où est-ce qu'on en est dans notre compétence et qu'est-ce qui nous démarque du marché par rapport à la concurrence. De quelle manière je peux faire fleurir et rentabiliser l'investissement que j'ai fait pour acquérir ces compétences en me positionnant avec un tarif au plus juste, non pas simplement pour mon patient, mais aussi pour moi et la manière que j'aurai de rentabiliser cet investissement que j'ai fourni. Et enfin aussi le rapport personnel à l'argent, c'est-à-dire de quelle manière je me suis construit autour du rapport à l'argent dans ma société, en fonction des diverses influences que j'ai eues, et quelles solutions je peux y apporter.
soit en me faisant suivre de manière thérapeutique, soit en me faisant suivre aussi par un coaching managérial, un coaching d'entreprise qui va me permettre de changer mon point de vue par rapport à l'argent. Pour ça, je vous ai cité Jean-Pierre Chaudot. Soit simplement en ayant un travail personnel là-dessus, si j'en suis capable moi-même, en réussissant un minimum à diversifier mon rapport à l'argent, que ce soit personnel, professionnel, et trouver le juste milieu entre les deux, en sachant que forcément, comme le disait très justement Assia, l'un aura forcément une influence sur l'autre, mais qui n'empêche pas de pouvoir bien scinder les deux marchés. Ça va? Bien, fin de la seconde partie, on approche de la troisième partie avec un peu de retard. On va avoir un petit quart d'heure de questions au lieu d'une demi-heure, mais c'est déjà suffisant parce qu'on a répondu à plein de trucs. Est-ce que vous avez des questions à poser les uns aux autres, des questions à me poser à moi, ou moi, est-ce que j'en aurais à vous poser à vous, sur la manière que vous avez de pratiquer, sur des choses qui vous ont questionné dans les réflexions qu'on a pu avoir aujourd'hui, ou la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, et une façon libre, en fait, de pouvoir s'apporter et partager nos connaissances les uns aux autres, et ce qui nous a éveillé nos curiosités. Qui commence? Est-ce que vous avez des questions? Et à qui? Personne? Moi, j'en ai une pour Nico. Tiens, Nico, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de suivre toutes ces formations-là? Qu'est-ce qui t'a emmené à ça, en fait? Qu'est-ce qui m'a emmené à ça? Un sentiment de on est en train de me raconter de la merde. Dans la plupart des formations, on me disait ah non, mais il n'y a que ça qui marche. Il y avait un peu un truc de prosélytisme, et je me disais bah non, je ne comprends pas, j'ai pas l'impression qu'il n'y a que ça qui marche. Je vais aller voir ailleurs ce qu'on me dit. Et puis cette curiosité, peut-être aussi une forme de moyen de ne pas me confronter à pratiquer, à m'installer tout de suite aussi. Il y a un petit mélange des deux, je suppose. Mais cette curiosité intellectuelle de comprendre le fonctionnement humain et d'avoir plusieurs grilles de lecture et d'être curieux de plein de choses différentes. Tu faisais quoi avant? J'étais ingénieur en conception microélectronique, donc j'étais devant un ordinateur. Et puis, il y a eu la séparation avec la mère de mes enfants. Et peu de temps après, j'ai été élu au CHSCT de l'entreprise. J'ai commencé à poser des questions à mon employeur et à lui dire ah non, je ne comprends pas tes réponses là. Non, je ne comprends pas là. Le bullshit, je ne comprends plus. Et donc, on est passé au prud'homme il y a un mois et normalement, j'avais la réponse aujourd'hui ou demain de la plaidoirie, mais je ne sais pas encore ce qu'il en est. Et donc, donc ça m'a bien occupé. Ça m'a laissé du temps aussi pour me former à plein de choses. Cette procédure avec mon employeur, ça fait 3 ans et demi, je crois que ça dure. Ok. Voilà. Et donc là, je suis en formation Créa 280 avec la Chambre de commerce et ensuite, je serai encore plus dispo pour m'installer dans des conditions éclairées, on va dire. Chouette parcours. Une bonne rentabilisation du temps en prud'homme. Oui. Ouais, il y a eu la fin de vie de mon père aussi. Il est décédé il y a 1 an et pendant 1 an et demi, il était en fin de vie, donc j'ai été dispo pour lui. Et puis, ça m'a aussi permis de vivre plein de choses. C'était assez riche les quelques dernières années. Là, j'ai vécu pas mal de trucs. Ok. Sacré parcours. Chouette. Je ne vais pas trop creuser, hein. Mais pas trop envie. Les autres, des questions? Moi, j'ai des questions si. Vas-y, Nico, fonce. Pour qui? Donc, j'ai découvert sur Méta de choc un mec qui s'appelle Albert Moukieber, qui est docteur en neurosciences et qui est psychologue clinicien, et qui a fait une interview avec Anna Gallet il y a 1 an à peu près, un podcast que j'ai transcrit il n'y a pas longtemps, là, et qui, du coup, invite à réfléchir quels sont nos biais cognitifs, quel est le risque de se lancer. Des fois, voilà, les formations en hypnose, on a une sorte d'envie d'aider, on a un truc de c'est bon, en 2-3 semaines de formation, je vais pouvoir sauver la planète entière et puis me sauver moi-même. Et il invite à réfléchir à quels sont tous les biais sur lesquels on risque de se laisser glisser
et on pourrait être dommageable avec les personnes qu'on accompagne si on n'a pas pris suffisamment de temps d'explorer tous les mécanismes humains autour de tout ça. C'est un peu pour ça aussi Donc, que ta je me question. forme dans plein de choses, c'est pour être le moins nuisible possible aux autres. Ok, ta question par rapport à ça, c'était? Est-ce que c'est un truc sur lequel vous avez un peu réfléchi, les biais cognitifs sur lesquels, après, toutes les croyances autour de l'hypnose, autour du changement rapide, par rapport à qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'hypnose plutôt que d'autres approches comme la Gestalt, comme la PNL, comme la psychologie clinique? Moi, ce qui fait que j'ai choisi l'hypnose, c'est la créativité de l'outil. Et oui, j'ai beaucoup réfléchi à l'impact de mon fonctionnement et de mes propres mécanismes dans la relation thérapeutique. Ça me paraît essentiel avant de, comme tu dis, de faire des dégâts. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein. Ça veut dire que j'ai en tête qu'il faut faire attention à ça. Moi, c'était vachement le côté la curiosité, d'une part, pour un truc qui avait l'air très, très amusant, mais aussi une vision, je pense, complètement biaisée au départ de ouais, tout est possible, on va pouvoir résoudre plein de trucs que personne d'autre sait résoudre. Et bon, j'en suis revenu, hein, c'est le côté tu claques des doigts et tous les problèmes disparaissent en une séance. Mais bon, ça aide pour la motivation initiale et du coup, l'allant était facile à avoir. Puis après, en bossant vraiment, tu découvres que c'est plus subtil, mais que ça reste, en fait, il reste un côté magique. C'est juste que c'est pas une magie du genre toute puissance, c'est juste un côté. Euh, il y a une ingénierie derrière la magie et puis il y a des vraies limites, mais pour le coup, il reste ce côté super cool et d'un outil qui peut faire beaucoup de bien, donc ça reste un truc ultra chouette. Et puis, effectivement, comme disait Nora, il y a beaucoup de créativité, donc ça, c'est chouette. Jérémy. Voilà, j'ai désactivé le micro. C'est d'abord la connaissance de l'hypnose. Et après, à partir de l'hypnose, j'ai commencé à tirer le fil et à aller sur du Palo Alto, à aller sur de la Gestalt, à aller sur de la psychocognitive, un petit peu de psychosocial aussi. Et en fait, voilà, c'est un fil, une pelote. J'ai chopé un bout, ce que je connaissais le mieux, de par mes études. Et puis après, j'ai tiré. Et puis voilà. En ce moment, c'est la communication non violente, par exemple. Tu vas nous tricoter quoi avec tous ces fils? Un pull pour l'hiver. On aura Un pull de Noël. Un pull de Noël, il va nous faire. Asia, tu avais levé la main, tu l'as rebaissée, tu avais quelque chose à dire? Oui, c'était juste par rapport au choix de l'hypnose. Enfin, pour ma part, c'est parcours personnel et 10 ans à être ballotté entre les psychologues et les psychiatres, et puis une sorte de perte de foi et tout, et puis la rencontre avec l'outil qui est l'hypnose, qui a vraiment fait un changement pour moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais la puissance de l'outil. Et je sais à quel point c'est important la responsabilité de la personne qui nous accompagne et ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire. Et donc, mais ça a fait ouvrir en fait un champ en mode j'ai envie d'aller plus loin. Donc c'est l'hypnose, mais pareil comme Jérémy, là je suis à fond, essayer de me former à d'autres trucs et j'espère un jour, je sais pas, décrocher un truc de psychologue ou quelque chose comme ça pour dans 10 ans, j'en sais rien, mais enfin, je vais pas. Pour moi, l'hypnose, ça reste un outil. C'est pas, tu vois, c'est pas la baguette magique, mais par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et on a une responsabilité pour continuer à grandir, quoi. Jonathan. Oui, moi je rejoins beaucoup. Lever la main. Je rejoins beaucoup ce que vient de dire Asia. Moi, le choix de l'hypnose, quand j'étais petit, je voulais être artisan la semaine et magicien le week-end. Donc, je suis graphiste et le week-end, je fais de l'hypnose. Pour ce côté magique et très puissant, je suis aussi passé par
des problèmes médicaux et l'hypnose a été pour moi vraiment révélateur. Et ce que je veux soulever chez Assia, c'est ce côté outil de l'hypnose. C'est vrai que c'est un outil, voilà. Et tu le fais très bien, Nicolas, en allant chercher un peu partout les différents outils pour après créer le tien, quoi. Et je pense que l'hypnose, il faut aussi le voir juste comme un outil, comme chaque formation que tu peux faire, c'est un outil, quoi. Et j'en suis un peu là aussi, je rejoins Jérémy, Assia ou toi, Nicolas, sur cette formation. Là, j'aimerais, moi, faire une formation à distance de psychologue aussi, pour justement avoir toute cette notion, tu vois, qui est quasiment médicale, en fait, hein, du fonctionnement de l'être humain, quoi. Tu vois, c'est une science empirique pour savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il ressent, Voilà, donc moi ça m'intéresse. Mais c'est aussi, derrière ça, derrière cette recherche perpétuelle de connaissances, chez moi, il y a ce côté-là de m'assurer une légitimité quelque part aussi, tu vois. Et des fois, je me dis, attends, tu vas t'engager dans 5 ans de psycho, mais au final, est-ce que tu n'es pas suffisamment déjà en savoir-faire et savoir-être compétent pour pouvoir continuer comme ça, quoi. Donc, c'est aussi quand on est sans arrêt dans cette recherche, qu'est-ce que ça veut dire de nous, quoi. Jérém. Alors, pour l'avoir fait, là, donc l'inscription en licence 1 de psycho à l'Institut d'enseignement à distance de Paris 8, bah, c'est la merde en fait. Ouais, j'ai complètement arrêté parce que alors les groupes d'élèves sont très stressants les uns avec les autres. Voilà, c'est mon ressenti en fait. Ça reste mon ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des groupes Discord et des groupes WhatsApp et en fait, ben, les élèves se stressent entre eux en disant et en posant des questions, notamment sur la scolarité, sur la vie étudiante, pour lesquelles la majorité a déjà été répondue, et où du coup ça entraîne un peu, ça crée un peu un cercle vicieux du ah bah ok, j'étais pas là, tu me dis ça, mais t'es sûr de toi, c'est bien ça. Donc, et on est bouffé par les notifications des différents Discord et des différents WhatsApp, et ça nuit à l'apprentissage. Les apprentissages aussi, où notamment en anglais, parce qu'il y a des cours de psychologie, enfin il y a des cours d'anglais, où la prof a dit bah écoutez, vous achetez mon bouquin et puis voilà. Ou il y avait un autre aussi où les profs vendent les livres qu'ils ont eux-mêmes écrits, les manuels, et disent bah voilà, mon cours c'est mon livre du chapitre 1 au chapitre 5, et puis mon autre livre du chapitre 5 au chapitre machin. Donc au final, voilà. J'ai pas trouvé qu'il y avait un. Alors, Paris 8, c'est gangréné par la psychanalyse, bonne question, Asia. J'avais plus lu que c'était de la psycho-intégrative. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de courants de psychologie. Marseille, plus en psychanalyse. Et perso, en fait, j'ai laissé tomber. J'ai même pas été aux examens. J'ai récupéré tout ce que je pouvais en ressources. Que ce soit en livre à lire ou autre chose. Et bon, après, j'ai eu une histoire personnelle là cette année qui a été assez compliquée et qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai dû me recentrer et voilà. Et faire des choix. Mais c'est dur à distance. Surtout au niveau pédagogique où là, il y a eu par exemple l'IE de Paris 8 a été mis au tribunal administratif pour avoir changé les conditions de modalité de passage des examens en plein cours d'année. Alors qu'il y a un contrat pédagogique qui avait été signé et qui n'a pas du tout été respecté. Les profs ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Enfin, faut bien faire attention et avoir la patience et la motivation parce que ouais, là, ça m'a un peu dégoûté du truc en fait. Mais c'est faisable, hein. Il y en a plein qui le font. Mais faut. Je peux filer les références des bouquins s'il y a besoin. Allez, encore 2 minutes. Mathieu. Ouais, sur un sujet qui n'a rien à voir, mais si vous avez l'occasion, il est encore à l'affiche, il me semble, parce que je suis allé le voir tout récemment. Le film Je verrai toujours vos visages. La scène d'ouverture, il y a 3 minutes, la première scène du film, et elle permettrait d'éviter à beaucoup d'hypnos de faire beaucoup de merde sur comment on écoute quelqu'un. En fait, ils s'entraînent pour aller écouter des gens qui veulent. C'est des victimes qui vont rencontrer des gens qui sont en prison et qui ne sont pas bien sûr leurs agresseurs, mais qui
ils vont pouvoir parler avec. Le film est vraiment bien. Et vraiment, la scène d'intro, je remettrai le lien sur la plateforme parce qu'il faut la voir. Peut-être quand il sortira en DVD pour si tout le monde n'a pas envie d'aller au ciné. Mais moi, j'ai regretté de ne pas avoir pris le popcorn en me disant ça, j'ai déjà vu des hypnos faire de travers. Ça, j'ai déjà vu la boulette. Et pourtant, ils font pas de la grosse merde, mais il y a des petits trucs où tu dis ah ouais, là, c'est une projection. Ah ouais, non. Donc, voilà, je vous ai spoilé la scène d'intro du film. Chouette. Sur ce, on arrive à la fin de ce live passé ensemble. On a passé un super moment. On a vu plein de choses qui étaient super intéressantes. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que ce que moi j'ai passé avec vous. Ça dépend, c'est combien sur une échelle de 1 à 10? De quoi? Je dis ça dépend, c'est combien sur une échelle de 1 à 10 le plaisir que tu as éprouvé en notre compagnie ce midi? 7, c'est bien 7. Ouais, alors on peut, pour ma part, tout autant. Pour ta part, tout Ça autant? dépend. Parfait. Ça dépend de quoi? Bah, des bornes, c'est quoi ton 1, c'est quoi ton 10? Ça dépend, ça dépasse en fait. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Vous retrouverez le live d'ici demain, le temps qu'il se télécharge. N'hésitez pas à partager sur la plateforme un maximum de choses, de vos avis. Et je vous attends poser le petit compte-rendu de ce que ça vous a apporté à la suite du replay dès qu'il sera posté. Si vous voulez bien en commentaire, ce serait cool. De façon à ce que ceux qui n'ont... Tout particulièrement le docteur Beauplet pour ses interventions. Il a activé le live, mais en fait, il n'est pas présent. C'est ça. N'hésitez pas donc à poser un petit commentaire sous le replay de façon à pouvoir aussi rentrer en interaction avec ceux qui vont voir le replay mais qui n'étaient pas présents. Je vous rappelle que l'objectif de cette plateforme, c'est quand même de pouvoir avoir des interactions avec les autres praticiens et pas juste de venir chercher de la ressource et de se barrer. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. À tout le monde. Bonne journée. Salut. Au revoir.